rebonjour à tous, même si on a déjeuné ensemble. Thomas, toi, tu avais un gros projet à plusieurs millions sur le côté, c'est ce que tu m'as dit? C'est ça, Julien? comme d'habitude. Donc, je refais les présentations. Marjolaine Catil, je suis directrice d'investissement chez Newfund, donc un fonds d'investissement qui existe depuis 16 ans. Je vais revenir un petit peu après sur Newfund. Je vais vous présenter déjà moi mon parcours, parce qu'il est un petit peu différent des parcours classiques qu'on voit en fonds d'investissement, ce qui explique aussi ce que je recherche actuellement. Vous présenter rapidement les grandes lignes des différents types de fonds et des structures de financement au niveau de l'equity. Et après, vous présenter plus en détail, parce que bien sûr c'est ma partie, le type de reprise que je finance. Donc c'est un type un peu niche, on va dire que c'est pas la base du reprenariat, c'est pas pour tout le monde, mais ça a la vertu d'ouvrir finalement les perceptions sur d'autres types de financement possibles et d'autres types de transformation de reprise possibles au-delà de ce qu'on peut voir dans des schémas plus classiques. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, moi, j'ai eu 12 ans d'expérience opérationnelle avant de rejoindre mon fonds d'investissement. J'ai travaillé chez Guerlain, chez EY et chez NC du groupe LVMH. À différents postes, pour le coup, j'ai toujours créé mes postes. Donc, j'ai créé tout le pôle d'analyse commerciale internationale au niveau d'NC, donc quand ça pesait 8 milliards. Donc, il y a beaucoup d'enjeux finalement stratégiques de se dire dans quel nouveau pays on va développer des produits, à quel prix, contre quels concurrents, comment on va animer les périodes commerciales. Tout ça dans dans beaucoup d'enjeux matriciels de distribution, de chèques de Trump qui peuvent influencer ce que ça va donner comme résultat à la fin de l'année, de surbooking, enfin beaucoup de stratégies commerciales. Et j'ai été après la bras droit du président, donc le nouveau président qui venait d'arriver depuis 1 an. Donc je l'ai assisté dans le fait d'élaborer toute la nouvelle stratégie pour le groupe. J'ai intégré beaucoup d'innovations et j'ai développé aussi ma propre marque, donc tout l'imaginaire, négocier des contrats de supply, négocier aussi avec des gros groupes comme Coca-Cola, enfin voilà, avec l'ancien CEO de Coca-Cola, donc j'ai pu faire pas mal d'expériences variées et à l'international. Et j'ai vécu notamment 5 ans à Cognac, où quand j'étais dans le pôle d'analyse commerciale, où j'ai réconcilié des équipes charentaises et parisiennes, parce que c'était une des directions qui était splittée entre Paris et Cognac. Donc si vous connaissez un petit peu les deux écosystèmes, vous pouvez sentir le fossé qui peut parfois se créer entre des équipes, dont une personne notamment qui se sentait complètement délaissée par l'équipe parisienne, qui était bien sûr la plus importante, alors que c'est une personne qui avait une analyse commerciale très très fine du marché américain, bien plus parfois que des gens qui étaient là-bas. Donc j'ai aidé à revaloriser son poste et à recréer un petit peu une dynamique collective. Et moi j'aimais beaucoup finalement le fait d'arriver à faire du lien entre des mondes différents, mais qui ont des valeurs à certains endroits. Il faut arriver à bousculer un peu les endroits qui sont sous-optimisés pour que tout le monde trouve une place, mais pas sans forcément mettre tout le monde dans le même moule, ce qui est important. Et cette personne-là, en fait, j'ai pas essayé de la transformer en quelqu'un de très, on va dire, sociable, parce que c'était pas quelqu'un qui aimait faire la discussion et la convivialité, mais c'est quelqu'un qui était très bon dans son métier, qui avait beaucoup de notions de respect. Donc là, voilà, l'idée, c'est de trouver le bon cadre pour chacun. Donc quand je suis rentrée dans mon fonds, j'ai choisi mon fonds notamment parce que je suis passée par Operating Partner. Est-ce que vous connaissez cette fonction dans les fonds d'investissement ? Ou pas forcément. Donc dans un fonds d'investissement, on va dire qu'il y a 3 grandes parties. Il y a la levée de fonds, donc le fait d'aller chercher et ramasser l'argent qui après va être investi dans différentes entreprises. Il y a le fait de l'investir, choisir les entreprises dans lesquelles on va investir. Et il y a une fonction que mon fonds avait depuis le début, mais qui s'est beaucoup développée ces dernières années, qui est la partie operating. Et la partie operating, c'est d'aider les investissements les participations dans lesquelles on a investi à se développer. Donc c'est surtout quand on est là, mon fonds est dans l'early stage, donc quand les entreprises sont toutes petites, il n'y a évidemment pas des ressources pour couvrir tous les besoins. Donc c'est là qu'en fait un operating partner va venir aider à structurer le CRM, à mettre en place des outils de pilotage par la data, etc. Et donc ça crée beaucoup de valeur parce qu'en plus, le plus il va le faire dans des participations différentes, le plus il va y avoir un effet de réseau finalement et de partage de connaissances très rapide. Et donc moi j'ai été operating partner. Et j'ai notamment fait partie du club Operating Partner de Paris qui rassemble tous les Operating Partners de tous les fonds, de VC, donc Venture Capital, à Private Equity, donc les plus gros, Ciparex, Ardian. Et j'ai co-créé avec un investisseur de chez NCI l'initiative TEX, c'était Tech Exchange, pour en fait faire le lien entre d'un côté les solutions des startups et les besoins des PME des fonds de PI. Donc en fait faire le lien entre le VC et le PI.
Je prends le temps de partager tout ça parce qu'évidemment, ça fait du lien avec ma thèse, mais moi, me suis toujours dit, mais pourquoi ces deux mondes ne se parlent jamais? C'était ma grosse frustration depuis LVMH. Je pense que si certains d'entre vous ont été dans des gros groupes, partagent aussi cette frustration de se dire l'innovation semble isolée d'un côté. Et voilà, et maintenant, je suis directrice d'investissement chez Newfound. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair pour le moment. Donc, pour financer une reprise, le marché n'a pas beaucoup évolué, je pense, dans toutes ces dizaines dernières années. Commence à évoluer, mais il était assez similaire. Vous aviez surtout des fonds majoritaires qui vont chercher l'avantage. Donc, je vous ai mis à chaque fois avantage et inconvénient de manière très simple avec ma lecture, hein, mais c'est que vous avez des cibles et des salaires plus importants. Donc forcément, si vous cherchez aussi du confort, si vous n'êtes pas prêt à faire rogner un peu sur votre niveau de vie, c'est bien fonds major parce que vous prenez moins de risques. Vous êtes un peu plus proche du salariat que de l'entrepreneur. L'inconvénient, c'est que l'intérêt de la cible prime sur votre intérêt. C'est-à-dire que si à un moment donné, la valeur, elle réside dans l'entreprise plus que chez vous, sinon ça ne serait pas un fonds major. Et donc du coup, potentiellement, on peut vous changer si vous avez moins de valeur que l'entreprise. C'est les faits et c'est comme ça que sont structurés les pactes. Ce qui s'est développé sur cette partie majoritaire et qui a importé des États-Unis, c'est le modèle du search fund. Le search fund, c'est quoi? C'est en fait un véhicule financier qui se crée avant même que vous ayez trouvé la cible. En fait, les search funds type Novastone vont repérer des profils et vont dire « je te finance, je te paye un salaire pour que tu puisses trouver une entreprise ». Et une fois que tu l'auras trouvé, il y aura un nouveau tour de financement où là, des gens viendront injecter de l'argent par rapport à cette cible. L'avantage, c'est que donc votre salaire est couvert pendant la période de recherche. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de flexibilité dans la recherche de la cible. Parce que forcément, vous êtes quasiment un salarié du search fund. Donc, c'est pas à un moment donné, vous voulez changer, vous vous êtes dit, mais en fait, finalement, c'est pas ce que j'avais envie. J'avais envie d'autre chose. Dans le process, on évolue beaucoup. Là, vous ne pouvez pas évoluer. J'ai échangé avec des repreneurs qui sont dans des search funds comme ça. Mon opinion personnelle, c'est que c'est un modèle qui n'est pas adapté au système français. Parce qu'en fait, c'est un système adapté au modèle américain où il n'y a aucune couverture sociale. Donc en fait, c'est quasiment impossible pour des repreneurs américains de reprendre aux États-Unis sans ça, parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas se financer, c'est beaucoup trop cher. Mais aux États-Unis, il y a des valorisations beaucoup plus fortes qui font que ce modèle tient. En France, ça veut dire que la valeur est déjà beaucoup imputée par cette période de recherche. Et en plus, le système français est déjà assez sécurisé. Donc personne n'est... normalement, si vous avez un peu de capital de départ, vous pouvez quand même tenir 24 mois sans un search fund. C'est un peu le retour que j'ai aussi sur les search funds. Ouais. Effectivement, c'est ma vision. C'est un peu trop la grosse machine, alors qu'on a des solutions à côté beaucoup plus faciles et qui permettent aux repreneurs d'être beaucoup plus flexibles dans l'opération. Donc, tu partages. Ça va avoir du mal à percer pour moi. Les repreneurs avec lesquels j'ai échangé, qui étaient sur ce modèle-là, finalement, j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup, qu'ils aient trouvé des cibles qu'ils aient concrétisées. Je pense et donc on en revient vraiment à, il faut toujours une adéquation en fait entre le fonds et soi-même, la manière de fonctionner et sa manière de fonctionner, la manière du fonds de fonctionner et sa manière de fonctionner, entre la cible qu'on reprend et le projet qu'on va en faire et soi-même. Et en fait, je pense que des gens, on a l'impression que le search fund c'est la solution miracle, mais en fait, ça leur correspond pas tant que ça, et ils se retrouvent pieds et poings liés. Et là, j'ai parlé à un repreneur, il a perdu 60 000 €. Parce qu'en fait, donc vous mettez quand même une mise au départ. Hein. Vous avez un salaire payé, mais ils veulent quand même que vous mettiez un peu d'argent. Et donc, il a perdu cette somme parce qu'ils n'ont pas trouvé au bout de X mois. Et du coup, il s'arrête. Voyez. Donc, c'est pas du tout, ça paraît la solution de simplicité. Je suis vraiment pas sûre dans notre système français qui est configuré avec beaucoup d'aide. Après, ça permet des gens, des fois, partir dans des cibles qui sont entre le fond et ce qu'ils vont faire en particulier. Alors, moi, j'ai des copains qui sont partis sur ces projets des search funds, Oui. plutôt qui comme j'ai fait, ou comme pour trouver des cibles qui sont un peu plus grandes, où on a un peu plus de mal à financer, sauf si c'est avec le private equity, donc on est entre deux. Alors totalement, et en fait on revient ces deux-là je les mets ensemble, c'est que du coup on revient à ce sujet-là, parce que les search funds font souvent du majoritaire derrière, et donc on revient à, ok, donc je veux une cible plus importante, oui évidemment, du coup ça peut être là-dessus, mais donc du coup on en vient aussi à là. Ça dépend si vous voulez être plus des entrepreneurs, au sens fort et plein du terme, ou vous voulez plutôt être, et ce qui est totalement, il n'y a pas de jugement, c'est bien se connaître, ou plutôt des salariés avec quand même, vous avez quand même des actions, donc soit vous êtes des salariés intéressés, soit vous êtes des entrepreneurs. Voilà. Et tout ça, c'est un niveau de risque finalement. Excuse-moi, juste sur le search fund, c'est quoi la définition du périmètre ou de la niche sur la thèse d'investissement? C'est vraiment très
émaillé ou c'est assez flexible? Ils disent je veux tel type de société et c'est du coup hyper restreint. Alors, de toute façon, si on regarde en termes de risque, après, faut quand même regarder chaque fonds, il y a des petites spécificités, mais de manière globale, tout ce qui est search fonds, les fonds majoritaires, ils vont chercher des actifs peu risqués. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'un actif peu risqué? C'est un actif qui va avoir pas mal d'EBITDA, de la prévisibilité des revenus, un historique qui est croissant de manière douce et contrôlée. Et je pense que c'est ça, du coup, le sujet, c'est qu'on va se retrouver sur des mêmes cibles. C'est un point que je mentionnerai par la suite et qui, moi, m'a fait justement ouvrir ce nouveau terrain d'investissement, c'est qu'ils se retrouvent tous au même endroit. Donc, ça fait encore plus monter les valorisations d'acquisition de ces très belles cibles. Et donc, beaucoup ne trouvent pas parce que tout simplement, soit le prix est devenu hors marché, déconnecté de la cible, soit un autre a voulu payer plus cher et est passé devant. Okay. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a le fonds minoritaire. Donc, je vais faire d'abord ça. Il y a le sans fonds, bien sûr. Vous pouvez dire, voilà, ce que tu as vécu, Thomas. Donc, tu n'as pas eu de contrainte. La contrainte bancaire, je mets le côté bancaire de côté, mais tu n'as pas eu de contrainte. Par contre, le seul inconvénient de ça, c'est le temps de développement qui peut être plus long. Tu te dis, mais en fait, là, j'avais des idées d'acquisition. Ah oui, mais je suis déjà au maximum de mes ratios d'endettement bancaire. J'avais envie d'embaucher quelqu'un en IA parce que je vois un potentiel. Non, je ne peux pas parce que je fais attention à mon EBITDA et que je ne peux pas investir en termes de développement. Ouais. C'est ce qu'ont vécu toutes les startups. Il y a des vagues dans les startups. Nous, on tire beaucoup d'enseignements de tout ça. Des vagues où les gens ne voulaient pas de fonds. Donc, en gros, ils mettaient 20 ans à créer leur entreprise. Des vagues où ils sont tous allés sur les fonds. Maintenant, on reva à des vagues où ils ne veulent pas de fonds. En fait, tout est une question de ce que vous avez envie de vivre. Est-ce que vous voulez être roi dans votre royaume, peu importe le temps que ça peut vous prendre, ou est-ce que en fait, votre ambition vous titille et vous dites non, mais en fait, je veux vraiment grossir vite. Dans ce cas-là, sans un fonds, sauf si vous avez énormément d'apports et encore, c'est assez compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais... Oui, tu as les avantages et les contraintes derrière. Après, moi, ma question, mais peut-être que je vais spoiler la fin, mais si on part sur un projet de reprise comme Thomas aujourd'hui, tu vas nous montrer comment vous accompagnez les repreneurs ensuite, mais on peut toujours aller s'adosser à un fonds si on a des projets de développement sans forcément passer par la croissance externe, ou vous allez nécessairement intervenir quand il y a la croissance externe et du rachat de boîtes? C'est une très bonne question. Je la garde peut-être pour plus tard, comme tu dis, comme ça fait le point. Mais par contre, un élément important que tu as introduit, c'est une notion de temps, de temporalité. Et en fait, on peut avoir une phase où on va tout seul, puis on passe sur un fonds minoritaire, puis on passe sur un fonds majoritaire. En fait, voilà, on peut totalement évoluer. Moi, parfois, il y a des gens qui me disent j'aurais quand même bien aimé découvrir le secteur avant de partir sur une dynamique ambitieuse. Je dis mais c'est parfait. Pars pendant 1 an, 2 ans, 3 ans tout seul, reviens me voir dans 3 ans. Il n'y a pas de schéma établi et souvent les gens pensent, par exemple ils disent oui mais si je viens de voir du coup il faut que je te demande 2 millions. Ah non, tu peux me demander 500 000 si ton projet c'est qu'après dans 2 ans tu m'en redemandes plus et que moi ça rentre dans ma thèse, c'est possible aussi. Voilà, il y a une vraie flexibilité à avoir. Donc fonds minoritaires. Actuellement les fonds minoritaires qui existent, il n'y en a pas énormément mais c'est souvent des fonds régionaux qui vont avoir surtout un objectif d'économie très local. C'est-à-dire que c'est sauvegarder les commerces de proximité, etc. Je dirais la seule chose potentiellement qui leur manque, c'est ce côté grosse ambition. Mais c'est vraiment des acteurs du quotidien et potentiellement, nous, c'est des bons co-invest parce que justement, ils ont tous ce maillage territorial qui est utile pour développer l'entreprise dans le côté territorial et nous, on peut apporter plutôt ce côté international et plus gros. Et donc, dans le fonds minoritaire, ce qui est bien, c'est que c'est le repreneur qui décide, ou l'entrepreneur. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement que vous avez plus d'actions. Donc, par la force des choses, il y a évidemment des ententes à avoir et il y a des points de passage quand on parle d'equity, etc. Il n'empêche que vous êtes le patron majoritaire de la boîte. Et l'autre chose que ça apporte, c'est la flexibilité de la taille de la cible. Et ça, pour moi, c'est le point le plus important. Je pense que beaucoup de repreneurs, et j'ai parlé à des centaines de repreneurs, échouent parce qu'à un moment donné, ils restent que sur une typologie de cible. Ils n'évoluent pas, même si ça ne marche pas. Et à un moment donné, en fait, non, il fallait peut-être se dire soit je ne suis pas fait pour la reprise, ça existe, soit en fait, je cherchais trop gros, mais il fallait que je cherche plus petit. Enfin voilà, d'adapter finalement le scope de la recherche. L'inconvénient du fonds minoritaire, c'est plus de risques personnels.
et un salaire qui peut être plus contraint au départ parce qu'on parle de boîtes plus petites. Donc évidemment, si vous voulez être payé 300K sur une boîte qui fait 250 000 d'EBITDA, on est d'accord qu'il va y avoir un petit sujet de ratio. Et nous, par exemple, notre manière d'aborder ça, c'est vraiment d'avoir le salaire, on va dire, qui vous permet de vivre, de bien vivre pour commencer, et que, évidemment, quand la boîte commence à prendre, le salaire augmente. Mais il y a quand même ce passage qu'il faut prendre en compte. C'est ça qui fait l'entrepreneur aussi, c'est qu'il risque plus. Alors que dans ce fonds majoritaire, vous êtes très bien, limite si à la fin vous avez juste empoché votre salaire et que la boîte ne se porte pas très mal, voilà, vous aurez perdu un petit peu votre mise, mais vous avez votre gros salaire. C'est vraiment la grosse différence. Des questions sur ces modèles À chaque fois, il y a une demande d'equity aussi dans les fonds majoritaires, ou parce que dans les fonds majoritaires, tu ne dois pas forcément apporter d'equity ici. Pardon, parce que j'aurais juste si c'est... Parce que ça sonne depuis tout à l'heure, je me demandais ce que c'était. Pardon, est-ce que tu peux répéter ? Dans le search fund, ils demandent d'avoir un apport personnel aussi. C'est le cas aussi dans les fonds majoritaires et minoritaires ? Oui. Tout le monde demande de toute façon de l'apport. C'est juste que le poids de l'apport par rapport à la cible va être plus faible en majoritaire parce qu'on parle de dizaines de millions et que vous apportez peut-être 300 000, 500 000. Enfin, proportionnellement, ce sera peut-être moindre. Et surtout, vous avez un énorme salaire. Enfin, si vous êtes payé 200, 300 000, rien que votre salaire, en fait, vous fait un retour de cash en réalité. Voilà. Bon, après, faut pas que la boîte périclite, mais si tu vois bien, normalement, ça se fait. Donc, ces deux chemins, vraiment, pour moi, c'est se connaître et ce qu'on aime mieux. Et moi, pour le coup, j'ai vécu les deux. Par exemple, LVMH, c'est bien savoir finalement appliquer une méthodologie, un savoir-faire qui préexistait en mettant de la nouveauté, etc. Mais malgré tout, en respectant une recette établie. Ou est-ce que je préfère développer du nouveau à partir d'une page blanche ? Et je pense que ça, c'est un vrai questionnement à avoir pour décider entre ce côté plus majo, plus minot, entre un minot risqué ou un minot plus non risqué, moins risqué. Ça, c'est ce que... on en est venu en parler avant cette slide, mais le sujet, c'est que donc du coup, tout le monde se focalise sur les cibles de reprise sécurisées et rentables. Il faut savoir qu'en fait, des entreprises de moins de... Donc, on dit que les entreprises souvent sécurisées, elles ont plus de 10 salariés, parce que du coup, il y a du management intermédiaire, etc. En fait, ces entreprises-là, elles représentent moins de 30% des entreprises. Donc, en fait, la plus grosse partie, quand on parle de transmission et des faillites d'entreprises, les faillites qui augmentent de plus en plus, c'est des faillites de petites entreprises. Évidemment, c'est plus compliqué de les consolider. On a échangé à ce sujet-là. Il y a le dirigeant qui va avoir une partie du savoir-faire dans sa tête. Il aura forcément des relations un peu personnelles parfois avec ses fournisseurs ou avec ses clients. Il faut remplacer tout ça, donc c'est plus compliqué. Pour autant, c'est moins cher. Et quand on veut faire de la transfo, on risque moins de la transformation technologique, donc je vais vous en parler après, on risque moins d'abîmer une entreprise qui n'a pas valu très cher que d'abîmer une entreprise qui était la poule aux œufs d'or. On n'a pas trop envie de bouger. Le confort n'incite pas à bouger. Et ce qui fait qu'en fait, actuellement, les entreprises françaises, elles ont un retard de productivité par rapport aux entreprises au niveau européen de 10 points. Et je pense vraiment qu'il vient de ce manque de prise de risque, du fait qu'on cherche à être dans le confort et la sécurisation constante. Et donc, on est pour le coup en retard de nos compatriotes. D'où la thématique d'investissement que je soutiens avec Newfund, qui est en fait d'accompagner en fonds minoritaires des reprises, mais avec un plan de transformation technologique. Et c'est là qu'on va aller chercher la valeur. Et pourquoi nous, on a ce positionnement-là ? Donc Newfund, ça fait 16 ans qu'on existe. On est basé, et ça déjà c'est un point intéressant en lui-même, on est basé à Paris, à Palo Alto et en Nouvelle-Aquitaine. Donc on est positionné à la fois de manière très internationale et très locale. On a des entreprises qui sont des startups très connues, des licornes comme Aircall, donc des grosses sociétés qui sont développées aux États-Unis. On a en même temps Camping Car Park qui fait de la gestion d'air de camping-car, qui est basé à Pornic, que vous devez connaître du coup, on n'est pas loin. On a de la construction de maisons de bois avec Green Cube. Donc on a des entreprises qui sont très variées. On a Tageos qui ont des usines, une usine à Montpellier aux États-Unis et en Chine, qui produisent des tags RFID pour les vêtements Decathlon et des grosses marques. Donc voilà, donc on a un portefeuille très diversifié parce qu'on a toujours cherché les gens qui cherchaient à repenser des modèles économiques plutôt que se dire l'insurtech c'est le secteur du moment, on va essayer d'être les meilleurs là où tout le monde va. Nous on est plutôt à se dire non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte une vision même si personne ne le voit à ce moment-là et nous on va financer des gens comme ça. Donc on a fait à peu près 200 investissements, on a 125 participations actives. Et on a une équipe expérimentée
ce qu'il faut savoir dans notre équipe, c'est qu'on a donc des investisseurs, on a des operating partners et on a aussi, par exemple, on a 4 techs chez nous. Donc on a un fonds d'investissement, on a un CTO et on a 4 techs en tout. On a 3 personnes de marketing. On a vraiment une équipe support parce qu'on se considère nous-mêmes comme une PME à transformer. Un fonds d'investissement, c'est un fonctionnement assez archaïque en réalité. Et on est en train, depuis maintenant 1 an et demi, de tout passer dans un modèle moderne, moderne au sens justement avec de l'IA, avec de la data, de repenser où est notre vraie création de valeur, au-delà même de digitaliser ce qu'on faisait déjà comme ça. Non, on repense la manière dont on doit fonctionner au quotidien. C'est aussi ça qui nous permet finalement après d'aider au mieux nos participations, parce qu'on a nous-mêmes eu les problématiques d'intégration, on a nous-mêmes essayé de créer nos agents. Moi, j'ai créé plusieurs agents et je sais les complexités, je sais ce qu'il ne faut pas faire, donc voilà, on le vit nous-mêmes. Pourquoi je pense, on a eu la discussion avec Julien, que l'IA apporte un gros changement, parce qu'à chaque fois on se dit oui, c'est faux, on dit que le Web3 ça allait apporter un changement, que chaque vague technologique apporte un changement alors qu'elle n'en apporte pas. Pour moi, je pense que l'IA a vraiment le potentiel d'enfin enlever cette barrière entre le monde traditionnel et le monde de la tech et de l'innovation. Pour une raison très simple, c'est que avant, quand on voulait justement digitaliser une entreprise, il fallait faire de la formation. On prenait l'exemple avec Julien là, de remplir un devis. On devait demander à la salariée qui était là depuis 40 ans de dire « Non mais maintenant ton devis, tu ne le fais pas à la main ou même dans Excel, tu vas le mettre dans un CRM, tu dois le remplir ici, tu dois faire comme ça, tu dois appuyer sur ce bouton-là. » Et bien en fait, même ça, on n'a plus besoin de le faire. Cette personne-là, on n'a même pas besoin de lui demander, enfin de la former à utiliser un outil. On peut juste lui dire « Envoie les informations comme tu le souhaites, dans un langage naturel à telle adresse mail, et le devis reviendra. » Ou même les informations iront dans le CRM de manière automatique. Donc l'IA a complètement abaissé cette barrière finalement à la technologie parce qu'on peut s'exprimer en langage naturel. L'expression en langage naturel en interface homme-machine, c'est ce qui pour moi change vraiment le lien entre les deux mondes et permet de reprendre une entreprise, d'embaucher une équipe tech qui elle est dans son coin, qui met à disposition des outils très faciles d'accès à des gens qui ne vont pas avoir à changer leur manière de faire parce que de toute façon ils en ont pour encore 5-10 ans, ils n'ont pas envie de tout revoir maintenant. Mais c'est pas grave parce qu'ils ont énormément de savoir-faire. Donc on va voir, tiens, comment on peut progressivement les embarquer dans cette transformation. Politique tech interne ou externe ? Alors ça dépend vraiment des entreprises. Est-ce que le gain, et je vais y revenir, va être une productivité, mais qui ne va pas être de l'ordre de la propriété intellectuelle ? Donc dans ce cas-là, c'est pas forcément interne. Est-ce que ça va être une fois ou est-ce que ça va être en constante évolution ? C'est ce genre de questions où du coup il faut arbitrer entre interne et pas interne. Possible. Enfin, les deux se pratiquent ou Totalement. s'envisagent. Oui, et de plus en plus, vous savez, dans les fonds, souvent on disait je veux absolument que la personne tech elle soit salariée, qu'elle soit même, elle ait des actions, etc. En fait, là j'ai des entreprises où c'est des freelances et il n'y a aucun sujet parce qu'il n'y a pas du tout de sujet de propriété du code que Claude pourrait refaire par ailleurs. C'est plutôt du coup l'agilité, le fait que la personne puisse rapidement le transférer. Ce qui va avoir de la valeur, c'est beaucoup plus finalement toute l'expertise qu'on va pouvoir codifier. On parlait de sur-mesure, quand il y a des processus complexes, quand il y a un savoir-faire de production. Ce genre de choses sont encore pour moi un peu loin de l'IA qui, elle, essaye de tout normer et de généraliser. Donc voilà, l'IA qui baisse vraiment la barrière et qui apporte des gros changements parce qu'il y a des licenciements de managers, il y a une baisse de l'emploi des plus jeunes. Donc il y a un vrai impact économique. Donc je pense que toute l'économie va se redessiner. Là, je pense vraiment qu'on en est à un stade aussi majeur que ça. Et je pense que l'ère où les startups toquent à la porte de toutes les entreprises traditionnelles pour leur dire « achetez-moi votre solution et changez », c'est moins efficace que quelqu'un qui prend les manettes de cette entreprise traditionnelle et qui la transforme de l'intérieur. Et je pense qu'on en est plutôt à cette époque-là. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois. Je vous ai mis quelques outils, mais vous devez les connaître. Vous avez Jasper pour automatiser les campagnes marketing, Lovable qui permet de créer des produits sans coder. Ça fait 2 entreprises qui me disent, enfin des investissements que j'ai faits, qui m'ont dit j'ai dépensé 30 000 € dans une agence pour faire des sites, mon site web, et il est toujours pas bien, je l'aime pas. Pendant qu'elle me parle, j'écris sur Lovable et je lui montre en direct un site qu'ils ont repris après et qu'ils ont publié. Et je l'ai fait en live, sans même bien faire mon prompt, etc. Donc Lovable, c'est très 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 puissant sur la création de sites. Il y en a un, ils sont restés sur Lovable et ils l'ont enrichi. Et l'autre, il a utilisé Lovable comme outil pour
s'inspirer et comprendre comment organiser son site et il va juste là faire l'adaptation de WebWork avec un freelance pour que du coup ça reste sur son schéma initial mais avec finalement la reconfiguration qu'il devait faire pour être plus moderne. Donc, vous voyez, encore une fois, on n'est pas dans des carcans de « Ah, il faut utiliser Lovable ». Non, lui en plus, il a détourné en se disant « Je le prends comme un outil de créa et même pas comme un outil de code ». Cursor, si vous avez entendu la tendance du vibe coding, donc c'est pour prompter, c'est l'agent qui fait le code à votre place. Il faut quand même toujours avoir un tech un peu solide qui sache relire derrière. Ça, quand même on revient. Et il faut distinguer, on rentre un peu dans le détail, mais il y a une partie qui est de l'infrastructure, qui est du fond, et il y a de l'applicatif tout en haut. Quand vous êtes sur l'applicatif, vous pouvez vous amuser à faire... moi, je fais plein d'applicatifs, mais dès que ça touche de la donnée propriétaire, de la sécurité, etc., je reviens toujours avec notre équipe tech. Donc c'est aussi ça, il faut savoir organiser sa culture d'entreprise autour de ces SaaS qui permettent et d'être créatifs et de préserver les actifs de la société vis-à-vis de l'extérieur et pour ses salariés. Dust, donc moi j'ai créé beaucoup de choses sur Dust, j'ai créé un outil en interne qui a été utilisé par 8 personnes. J'ai un freelance qui est un ancien de chez nous qui maintenant fait qui met de l'IA dans les PME, qu'il a utilisé dans plein de PME pour automatiser les devis, des devis complexes. Aircall pour enrichir les échanges clients, vous avez HubSpot, donc c'est un CRM mais en fait c'est en le connectant avec de l'IA qu'on obtient plein d'analyses. OpenAI, N8N qui fait de la connexion flux. Bon, il y a plein d'outils. Il y a toute une partie qui est assez simple d'utilisation et qui fait des gains très rapides. Et il y a une partie beaucoup plus lourde qui est de la structuration de données. Et là, on passe dans autre chose. Voilà. Il y a différentes couches de productivité. Et souvent, on se dit que c'est bien joli, c'est des mots, mais ça ne se fait pas dans la réalité. En fait, tous les 2 mois, je partage des cas très concrets dans les carnets du repreneur que j'envoie aux repreneurs avec qui j'échange. Un des cas que j'avais partagé, c'est une de nos participations qui s'appelle Greencube. Donc, c'est eux qui font les constructions de maisons de bois. Ils ont développé de manière en 2 semaines cet outil-là que vous voyez ici. Donc, en fait, eux, au départ, ils vendent que la maison de bois. Et ils ont mis sur leur site internet un mapping en temps réel des terrains à vendre. Si vous imaginez en termes de parcours client, ça veut dire que le client, il a juste à taper l'endroit où il voulait faire, il a envie d'avoir une maison. Et il va trouver le terrain, et après en flux client, hop, il met la maison Greencube dans son panier. Et il a tout d'un coup. Et ça a été fait en 2 semaines avec du vibe coding et Lovable, alors que normalement, ça aurait pris 40 000 € d'une agence externe. Et ils ne l'auraient sûrement pas fait d'ailleurs. C'est ça aussi ce qu'on ne voit pas, mais c'est qu'en fait, ils n'auraient pas dépensé ça. Et je trouve que cet exemple il est très parlant en disant, mais on voit bien le ROI que ça peut avoir de manière très forte en termes de conversion. Ça, c'est en interne qu'ils l'ont fait eux-mêmes ou ils ont pris quelqu'un pour le faire? Interne. Interne. Parce que tous les outils, là, moi je suis nul en informatique et je comprends, j'entends ce qu'on dit, mais après il faut un niveau minimum pour utiliser tous ces outils, etc. Non, il faut pas voir ça. C'est un peu ça, c'est ce que je pense que là, pour l'avoir, alors je suis pas un bon tech non plus, hein, mais la grosse différence que tu mentionnais pour moi, c'est le fait de pouvoir parler en langage commun. Oui, Même si tu lui expliques au truc, tu peux lui parler en lui disant je veux un site qui ressemble plutôt à ça, qui va donner telle fonction, qui va être machin. Et ça va petit à petit t'amener jusqu'au développement. Et donc il y a une facilité d'outils, tous les outils que vous avez présentés, ils sont faciles d'utilisation. Exactement. Moi, je suis pas ingénieur. J'ai fait une école de commerce et j'utilise, tout ça en fait. Hop. Alors mettre en place HubSpot, c'est un petit peu plus complexe, mais on va dire Jasper, Lovable, Dust, OpenAI et N8N, c'est des choses assez simples. Et je dirais que Dust, c'est le plus simple parce que ça a été pensé justement pour faire une couche intermédiaire entre des gens du métier et ce côté un petit peu tech. Mais si vous voulez commencer par quelque chose d'assez amusant, parce que c'est ça aussi quand on parle de culture d'entreprise et de changement, il faut commencer par quelque chose qui fait un effet un peu wow rapidement. Vous allez sur Lovable à la pause, pas maintenant bien sûr, mais et vous tapez un site que vous voulez créer et vous voyez ce qu'il fait et vous verrez et vous lui demandez de corriger certains éléments, d'enlever un bouton, de rajouter ceci et vous voyez comment il réagit et comment vous arrivez à le configurer alors qu'il y a 1 heure, vous me disiez que vous n'y connaissiez rien. Ça tombe bien, je dois créer un site. Donc, vous me direz du coup ce que ça a donné. Donc au-delà de la problématique et moi de l'opportunité que je vois, la conviction que j'ai en tant qu'investisseur, pour vous c'est important de comprendre quel modèle financier il y a derrière ça, qu'est-ce que finalement moi j'attends en termes de modèle, sinon potentiellement on ne se retrouve pas au même endroit. Comment ça fonctionne pour moi le financement d'une transformation?
Ça se finance par étapes et on remet l'élément de la temporalité que je mentionnais juste avant. Il n'y a pas forcément une levée pour tout faire. Si on se dit que le schéma, on va dire idéal, c'est de partir d'assez petit, de transformer parce que ça c'est pas trop cher et après de faire du build-up et de grossir, on peut séquencer en 2 levées. Et c'est ce que j'ai fait dans la reprise que j'ai signée il y a 3 semaines. Ils voulaient 2 millions. J'ai dit, non mais en fait, on va séparer en 2. Tu n'as pas besoin des 2 millions tout de suite. Il faut mieux que ça optimise ta valo et mon risque. Donc, je lui ai donné 1 million. On a optimisé tous les leviers bancaires. Et en fait, ce qu'il va faire dans son année N et N+1, il fait une acquisition et il va développer lui tout un nouveau produit. Donc, cette transformation tech que je mentionne. Et pardon, je reviens un tout petit peu, je fais une pause, mais pour dire que c'est hyper important de garder le côté traditionnel. Moi, je vous parle beaucoup de transformation, mais évidemment, on ne fait de la transformation que quand on a maîtrisé la base. Je considère juste on a un degré de sélectivité assez fort, que les gens chez lesquels j'investis, je considère que ce côté-là, ils l'ont quand même normalement assez bien. On va aider un petit peu, mais ce n'est pas là qu'on aura le plus gros de la valeur ajoutée. Donc évidemment, au début, il y a la prise en main de l'organisation, le contrôle du cash et la précision de la roadmap technologique, donc de ce qu'on veut faire. Parce qu'évidemment, vous n'êtes pas dans l'entreprise au départ, donc vous ne pouvez pas tout savoir en termes de potentiel. Et ça, nous, on est d'accord de ne pas avoir toutes les infos. On n'a pas besoin d'une réponse comme ChatGPT à toutes les questions. Après, vous faites bien sûr la transformation tech. Et une fois que ça marche, que vous avez craqué le modèle, là, il peut y avoir une autre levée pour faire des acquisitions externes, des recrutements de commerciaux. Et enfin, au moment de la session, d'optimiser les actifs. J'ai une reprise. L'idée, c'est potentiellement, comme il veut créer un nouveau produit qui n'est pas dépendant à terme de sa structure de build-up, en fait, de faire une scission, un spin-off, et donc de vendre avec des multiples beaucoup plus hauts la partie logicielle qu'il aura créée et de vendre l'autre partie optimisée parce que ça sera un build-up assez optimisé. Donc il y a ça à penser en termes de stratégie. Comment on construit un BP d'une reprise technologique? Donc ce n'est pas un BP qui fait x2 en 5 ans. Avec 3 fois l'EBITDA de dette, comme je vois souvent dans les reprises classiques. Encore une fois, il n'y a pas de... ceux qui veulent faire ça peuvent le faire. Nous, on ne va pas chercher ça parce qu'on considère que le risque doit avoir un retour sur investissement plus fort, parce qu'évidemment, on prend du risque. Et donc, il y a plusieurs manières de le structurer. Moi, ce que je recommande, c'est de distinguer, en fait, dans son BP, l'activité initiale, qui va être finalement le BP x2. Parce qu'évidemment, on ne va pas dire je vends je sais pas, des machines-outils, je ne vais pas me mettre à vendre 10 fois plus de machines-outils de manière miraculeuse. Donc évidemment que cette croissance de base va être potentiellement contrainte. Après, il peut y avoir une ligne de build-up, c'est de dire oui, là, je te demande un financement pour financer cette acquisition, mais en fait, moi, j'ai un projet de groupe derrière. Donc je voudrais faire telle acquisition et telle acquisition. J'ai des idées, je ne sais pas encore exactement lesquelles ça va être, mais je vais en faire. C'est OK. Donc je sais que cette ligne, c'est la moins risquée. La ligne build-up, elle est un petit peu plus risquée, parce qu'évidemment, on n'a pas encore les cibles d'acquisition. Et ensuite, il y a 2 autres leviers possibles, qui sont les plus risqués, mais ceux qui peuvent apporter le plus de valeur. C'est le fait de créer un nouveau produit à partir de la valorisation des actifs de l'entreprise. Une de mes reprises, justement, il utilise donc je vous l'ai mentionné juste avant, il utilise les données collectées pour résoudre le problème d'autres entreprises du même type que lui. D'accord ? Et donc son optique, c'est qu'en fait, il accélère le développement parce que c'est comme si Thomas, toi, tu développais quelque chose pour tes propres équipes, tu peux leur mettre un objectif de quand elles doivent le résoudre, tu peux avoir tous leurs retours sans filtre. Donc en fait, tu vas beaucoup plus vite en développement et tu connais aussi le réseau des autres gens comme toi, donc tu peux facilement aller leur vendre. Et puis tu es un pair, donc tu n'es pas quelqu'un qui ne connaisse pas, etc. Donc potentiellement, si toi tu l'utilises, il peut se dire oui, moi je peux avoir des effets positifs sur mon entreprise. Tu as ton premier client, ton MVP qui est prouvé, quoi. Exactement, parce que vous vous fréquentez un moment et toi tu auras les KPI hyper forts pour les convaincre potentiellement d'utiliser ta solution. Et le dernier levier, c'est le pourcentage de marge d'EBITDA. Donc quand on parle de produits IA, là on est dans du CA en plus. Quand on parle de marge d'EBITDA, on est dans de la productivité en plus. Imaginons que vous dites, moi la marge d'EBITDA elle était à 8 ou 3, peu importe. Moi je suis un très bon manager, je l'ai passé à 10. C'est bien. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que en fait, dans 10 ans, tous les ratios financiers vont augmenter. Merci à vous. Salut. Au revoir, pas de problème. Bonne fin de journée. Au revoir. Tous les ratios financiers vont augmenter. Pourquoi ? Pour les points que je vous mentionne avant, qui sont la productivité. Si toutes les industries
monte en productivité. Si vous ne montez pas en productivité de la même manière, en fait, vous allez être déclassé. Peut-être qu'en réalité, aujourd'hui, on se dit, tiens, un bon EBITDA, c'est au-dessus de 5-10, qui est acceptable. Demain, on se dira peut-être, non, mais en dessous de 20, cette entreprise ne vaut rien. C'est totalement possible. On se dirige vers ça. Et donc, du coup, comment faire un vrai saut et d'aller de 8 à 40% de marge d'EBITDA ? Je vais loin, mais c'est pour vous montrer ça. Et c'est issu de vrais BP qu'on m'a partagés. C'est même un peu dégradé, parce que sinon, vous ne me croyez pas. Mais c'est des vrais BP. Et bien ça, on peut le faire tout simplement en se disant, tiens, moi, j'étais dans les services. Je faisais des services, par exemple, de maintenance complexe. D'accord ? Et je passais dans mes temps de jour hommes, sur une semaine, il y avait 3 jours, c'était pour comprendre les workflows du client et après aller faire les connexions API. Si demain, ça, les 3 jours sur les 5 jours de la semaine, c'est réalisé par un agent IA, en fait, c'est complètement compressé et le temps de jour homme, il va rester que de 2 jours pour la compréhension client, faire le lien et vraiment aller faire les bugs les plus complexes. Vous voyez, donc c'est grâce à des sauts comme ça, quand on codifie l'expertise, et quand on arrive à la rendre exécutable par un agent, que potentiellement on peut avoir ces seuils de productivité. C'est pas facile. Là, c'est juste pour schématiser et classer du risque, donc du moins risqué au plus risqué, évidemment. Mais là, moi, ce que j'ai envie de créer et ce que je suis en train de créer avec ce fonds, c'est en fait d'avoir plusieurs repreneurs qui ont cette même philosophie, qui progressent de manière très rapide sur ces thématiques et qui peuvent se partager les erreurs, les réussites sur ces sujets. Et c'est ce partage de connaissances accéléré qui fait qu'à un moment donné, on arrive à faire ça de manière accélérée et pas en 20-30 ans. Donc il n'y a pas de secret, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Mais je considère qu'en le partageant, ça permet de gagner du temps. Et comment il gère la transformation, justement ? Parce que quelque chose qui était... On prend un opérateur qui passait 2 jours à faire du terrain, 3 jours à penser au process, au projet, etc. Si on lui vire la partie intéressante du métier, on n'a plus que des opérationnels. Comment ils font aujourd'hui pour restructurer globalement l'entreprise, en fait, sans perdre l'être humain qui va à l'intérieur ? Alors c'est très intéressant, c'est en réalité en l'inverse. C'est-à-dire que dès qu'une action, c'est de l'exécution pure, elle va être automatisable par de l'IA. Là, quand je parlais des 2 jours, donc les 2 jours qui restent, c'est les 2 jours justement de relationnel client, d'arriver à dire non mais en fait là, l'IA n'a rien compris ici. Ce plan-là, il est beaucoup plus complexe. Moi, je le sais. Pourquoi ? Parce que j'ai une expertise bien supérieure. Pour moi, la technologie n'a qu'une utilité au final du final. C'est finalement de retrouver l'humain derrière. Toutes ces entreprises-là, à ne pas vouloir évoluer, elles vont juste mourir parce qu'elles ne seront pas rentables. Et dans notre société, une entreprise pas rentable, ça ne tient pas. Donc pour moi, la technologie, elle est au service de les rendre viables réellement et de repenser leur métier. Je vais prendre même l'exemple très concret du métier d'investisseur. Le métier d'investisseur, on pourrait très bien se dire, mais en fait, si vous pouvez tout simplement mettre nos decks dans votre IA et c'est l'IA qui dit oui, j'investis pas. Parce que c'est de la donnée, en plus, il y a de la donnée hyper codifiée dans les decks de présentation. Sauf qu'en fait, l'IA, elle manque quelque chose d'essentiel qui est le jugement. On peut lui faire dire tout ce qu'on veut, dans ce côté vraiment finesse, et elle est très mauvaise à capter des signaux faibles, des signaux humains, des petites choses comme ça qui ne sont pas juste dans une masse d'informations, une moyenne. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, OK, on redécoupe notre métier. Tiens, je sais que l'IA, elle va pouvoir m'aider à accélérer ma capacité de compréhension, peut-être ma capacité de rédaction sur certaines choses. Par contre, je sais que cette partie du jugement, il faut moi-même que je la renforce. Parce que demain, ma valeur, elle sera là-dessus. Et je suis intervenue il y a 2 semaines à l'ESCP, donc école de commerce, ils sont très en avance sur l'IA. Ils osent repenser que veut dire l'enseignement des jeunes dans le monde de demain. Et c'était intéressant parce que justement, ça montrait non, il faut assumer qu'en fait, dans ces dernières décennies, on a formé des exécutants. Je parle dans les métiers de commerce, il y a des métiers manuels où heureusement, du coup, il y avait plus de sens, mais finalement, les écoles de commerce ont formé des exécutants qui obéissaient bien aux ordres. Et là, ils vont être obligés, ils le disent, on ne va plus former des exécutants, on va former des êtres capables de jugement, de créativité, de relations humaines. Il y a une étude McKinsey qui est sortie là-dessus en disant que les top skills qu'elle est demandée, c'est ceux-là, plus la compréhension de la technologie, évidemment. C'était étude faite par l'IA, non ? Pardon ? Non. Mais peut-être. Bah oui, pour le formatage, etc. En fait, je pense que c'est pas une histoire de dire est-ce que l'IA va nous remplacer ou pas. C'est comment on découpe la chaîne de valeur en identifiant les endroits où ça doit être du jugement, de l'humain, parce que c'est du relationnel, de la créativité, de la stratégie,
ou les choses où c'est justement de la pure exécution bête qui en réalité n'intéresse personne, que ça soit à la chaîne, que ça soit dans des bureaux, plus personne de toute façon n'a envie de faire ce genre de métier. Moi j'ai vu, pour l'avoir vu là récemment, juste avec Copilot, et c'était vraiment les débuts, les early stage et tout ça, mais on avait des armées nous d'assistantes qui faisaient du formatage PowerPoint. C'est tout. Ouais. Et là, de suite, alors que c'est des gens qui étaient parfois mieux câblés que nos techniciens, parce qu'elles ont fait, ça faisait 10 ans, 15 ans qu'elles faisaient des trucs comme ça, et du coup là, elles franchissent l'étape de la création de valeur où elles alimentaient aussi un truc. C'est juste un exemple. C'est un point. Donc l'exécutant, justement, il y aura plus... Enfin, ça va, les exécutants vont baisser complètement en proportion en termes de typologie de compétences qu'on recherche. Et nous, je pense que vous allez voir ça, l'enjeu des jeunes est crucial. J'avais un stagiaire qui voulait être embauché. Et en fait, c'est intéressant parce que je lui ai dit, mais, tiens, comment je peux t'évaluer maintenant ? Parce que finalement, je vais pas te demander de me synthétiser des choses, je ne vais pas te demander d'aller chercher des données de marché pour moi, parce qu'en fait, je peux configurer un agent pour le faire. Et donc, du coup, je l'ai évalué sur l'exécution. Je lui ai donné une problématique. Je lui ai dit, bah, tiens, comment tu réagis à cette problématique en t'aidant des outils ? Et donc, ce que j'ai testé, c'est sa capacité de proactivité, de créativité, justement de se débrouiller tout seul. Et on en revient au sujet justement de tester les outils. Bah, il faut aller tester les outils, justement. C'est à quel point je vais faire l'effort et on retrouve enfin peut-être un goût de l'effort qui est gratifiant parce que du coup, il y a énormément derrière cet effort, parce qu'il y a un effet de levier assez fort sur l'IA, mais c'est un goût de l'effort. Excuse-moi, j'ai une question juste sur la partie commodisation, entre guillemets, enfin sur la ligne produit IA. Oui. Est-ce que la thèse, c'est de dire, à partir d'un modèle, potentiellement, je parle là d'une activité dans l'économie réelle, entre guillemets, de production, je vois bien la partie roll-up et la partie build-up avec l'acquisition et tout ça. Est-ce que tout est commodisable, entre guillemets ? C'est-à-dire que ta thèse, c'est de dire, dans n'importe quel process à l'intérieur d'une industrie, il y a la croissance par le volume d'activité et ensuite, il y a la capacité de développer un produit qui soit en tant que tel et de manière autoportée, commercialisable séparément. C'est ça la thèse ? C'est une très bonne question. Non, c'est pas. Il ne faut pas qu'il y ait tout forcément. Ouais. Ça peut être tout sans cette ligne-là. Ouais, ça peut être tout sans cette. Enfin, ça peut être. Il n'y a pas forcément de build-up. Ça, c'est le cas d'usage le plus expansif. Voilà, c'est pour vous montrer que j'ai eu, mais c'est pour vous montrer différents axes de réflexion, pour justement ouvrir la réflexion. Après, je pense que dans une certaine mesure, ça l'est, mais je crois qu'il y a quand même des limites dans les applications. En tout cas, il y a plein de limites, et il ne faut surtout pas essayer de faire rentrer une entreprise qui ne correspond pas dans ce genre de modèle. Enfin, c'est être que frustré, évidemment, il faut, oui. Mais donc, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'après, si on réfléchit, là, c'est les valorisations totalement théoriques d'exit, mais c'est pour réfléchir. Si l'entreprise a été achetée, par exemple, 1 million, que année N+5, on a fait un build-up, d'accord ? Et on a fait un multiple de x6. Je ne vous choque pas, schéma normal de la reprise. Là, on a mis d'augmentation de la productivité IA déjà. Donc la marge, elle monte à 20%. Là, en fait, on fait un x14. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la marge d'EBITDA est plus forte et du coup, le multiple d'EBITDA lui-même va monter. Vous savez, en finance, plus les marges sont grosses, plus on augmente les multiples. C'est c'est pas linéaire. Exactement, c'est pas linéaire. C'est par palier même, précisément. C'est par palier. C'est pas justement, c'est vraiment par palier. Il y a même des paliers de taille. Il y a des paliers de taille, il y a des paliers de taille d'EBITDA et il y a des paliers sur la récurrence. Voilà, il y a plusieurs critères comme ça. Donc là, déjà, vous êtes à x14. Et si vous, par exemple, vous commercialisez un produit IA qui est du pur logiciel, là, du coup, les multiples, c'est plus du tout les mêmes. Donc potentiellement, lui, il va être à x12, l'autre x8. Et donc, à la fin, vous avez un multiple de x10. Et donc, vous faites un x60. Totalement théorique. Mais quand même, pour vous montrer que quand vous achetez une cible, le prix... Évidemment, il est corrélé avec ce que fait la cible à l'instant T, mais il est corrélé avec ce que vous pensez que vous pouvez en faire avec vos compétences. Si vous pensez que la cible, vous pouvez lui faire potentiellement un x60 et que vous avez mis une valo à 2 millions et qu'un industriel vient à 3 millions, bah peut-être que vous allez vous dire « Non, mais en fait, je peux peut-être mettre 2,5 parce que je sais moi ce que je vais en faire de cette entreprise. » Vous voyez ? Ça ouvre des logiques différentes. Alors que si vous êtes sur un x2 de CA et des multiples très serrés comme ils sont sur la reprise actuellement, encore une fois, ce n'est pas un modèle pour tout le monde, bah, évidemment, si vous vous plantez sur le prix d'achat, vous êtes serré jusqu'au bout de votre reprise. Nous, on préfère payer pour le passé et racheter pour le futur, mais avec des plus petits multiples. Donc ça, c'est plus intéressant. Ouais, exactement. Cette fois-ci, c'est beaucoup. Hein. Par exemple, c'est beaucoup
coup x6. Ouais, franchement. Comme Thomas disait, ça dépend de tu mets en EVE. Non, mais il a pas fait x6. Ah si, il faut pas 3. Mais non, il était pas x5 dans les Vlet Réseau. Il a présenté x5, mais il a fait Ça dépend à qui tu demandes. Voilà. Si tu présentes le début du chiffre, il a fait x5 quoi. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est la remarque que je lui ai fait. Il était choqué, il était là. Non. C'est une question de table. Et ouais, nous, on anticipe, on regarde vraiment les leviers de développement et Oui. c'est ce que j'appelle les belles endormies, c'est cette capacité à trouver des entreprises où tu as des leviers Oui. de croissance derrière. Et vraiment, on va essayer de se concentrer sur la négo à racheter pour le passé. Exactement. C'est ce que le cédant Ouais. a construit et c'est pas normal qu'il profite des leviers nous on va mettre en place derrière. Totalement. Donc, mais dans la logique, oui, c'est ça. On identifie ces leviers, on rachète pour le passé et derrière, ça nous permet. C'est ça le passé. Hein. Ouais. C'est pas le x6. Hein. Le Oui, x6, non, c'est oui, build-up. non, Hein. Ah non, ok, d'accord. C'est la valorisation à 6 fois les bidas. Pour une boîte qui fait Ah oui, 2 oui. millions de chiffre d'affaires acheté à 6 fois les bidas, tu Ouais, te on fais est un peu arnaquer. peu en dessous. C'était oui. C'est issu d'un cas réel. Ouais, mais elle a accepté de payer x6 parce que la personne savait très bien qu'elle allait faire valait du le coup. levier. Mais c'est encore mieux si tu Exactement. la payes Mais c'est encore mieux si tu la payes moins cher. 60 derrière. Exactement. Il Et ne faut pas non plus surpayer. il faut pas. Dans l'idéal, même là, le but d'aller chercher des toutes petites entreprises, c'est de les payer pas trop cher. Ça reste là l'élément de base. Mais encore une fois, il faut tenir plein d'éléments différents ensemble qui, à la fin, font votre équation. Est-ce que tu peux nous donner une indication de quel type d'activité c'était ce cas concret? Là, c'était vraiment du service de proximité. Donc lui, il avait fait une première agrégation de 4 entreprises et donc il avait donc 2 millions de CA au final, donc des toutes petites entreprises qu'il a déjà redressées opérationnellement. Donc au début, il allait sans nous. Il les a redressées donc elles étaient en négatif et à plusieurs centaines de milliers d'EBITDA positifs derrière. Et après, il allait chercher des plus grosses cibles et surtout développer cette partie. Oui, voilà. En fait, il connaissait déjà parfaitement le métier. Il avait Exactement. déjà réussi à créer la martingale pour avoir quelque chose qui soit rentable déjà. Oui, et après j'ai d'autres, par exemple là, d'autres qui sont en cours actuellement d'études, où l'EBITDA est le multiple il est à 5,8 fois. Enfin, le multiple est 5,8 fois l'EBITDA. Et pour le coup, le repreneur, enfin toutes les problématiques de la boîte, le repreneur se dit, moi je vois comment les adresser. Moi, au tout début, en lecture de dossier, je me suis dit c'est un petit peu cher. Et en fait, lui, il sait pourquoi il a payé ce prix qui est un bon prix, qui n'est pas un prix sous-payé. Mais nous, on applique cette logique parce que c'est la logique du levier bancaire traditionnel qui regarde 3 fois ton levier. Oui, ça c'est le début, c'est la base. Hein. C'est pareil. Le seul point, c'est est-ce que vous avez assez d'argent pour transformer dans ce cas-là? Parce que là, pour le coup, moi, ça implique des recrutements potentiellement de tech, que ce soit en interne ou en externe, de se planter potentiellement une fois avant de réussir. Hein. Donc il faut avoir ce coussin supplémentaire. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, l'equity est bien. Parce que quand il y a un fonds financier qui vous a accompagné, enfin quand nous on accompagne sur un dossier comme ça avec une transformation technologique, imaginons à un moment donné il y a un problème parce qu'il y a eu un sujet, mais on y croit toujours, on se dit qu'en fait il faut réessayer par un autre endroit. Le fonds n'a aucun intérêt à vous laisser tomber. La banque, elle, a tout intérêt à vous mettre encore plus de taux d'intérêt, etc. Nous, l'intérêt qu'on a, c'est que vous repartiez vraiment très haut. C'est pour ça qu'en fait, tous les partenaires financiers, il faut voir leur intérêt profond. Et évidemment, nous, on a des inconvénients, il faut prendre en compte tous les paramètres. Comment ça se passe le processus d'investissement chez Newfound? Donc déjà, je rencontre tous les repreneurs au moins 30 minutes, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant, vous comprendre votre projet, ce que vous avez vraiment envie de faire. Parfois, au-delà du secteur, ça peut être, moi j'ai envie de travailler sur la data, moi j'ai envie de travailler sur des gros comptes. Enfin voilà, il y a des sensibilités différentes. Et après, j'aide souvent les repreneurs du coup à structurer. Donc, c'est pas du coup le travail de Julien, moi c'est le travail sur la niche, qui est de dire à partir de votre BP qui peut-être est un peu standard, moi je vous aide à structurer un BP justement de reprise technologique en rajoutant ces lignes qui sont plus risquées. Et évidemment, on sait qu'il y a un risque qui ne se passe pas, mais on commence à les dessiner. Et surtout, on y attache un plan de transformation, une roadmap de transformation, où on se dit, tiens, à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, etc., c'est quoi les gros jalons que je vais adresser? Qu'est-ce que je sais que je vais faire? Et quelles sont les questions auxquelles je dois répondre? Parce qu'il y a des choses, vous ne savez pas du tout, vous n'êtes pas encore dans la boîte, mais vous dites d'ici 1 an de reprise, je veux savoir ça, ça, ça et ça. Et à partir de là, c'est pour ça que quand je vous parlais en année N, vous reconfigurez la roadmap technologique avec les nouvelles informations que vous avez obtenues de la boîte. Donc il y a une zone de flou et il faut être agile par rapport à ça. Quand tu dis du coup travailler sur la roadmap de transformation, c'est-à-dire que tu rentres vraiment dans le dossier
ce secteur d'activité et vous définissez quelque chose sur ce que vous pouvez mettre en place comme outil, comme levier de développement. Exactement. Alors on reste minoritaire, donc on suit quand même le repreneur. L'idée, c'est pas de se dire on est un accélérateur, un incubateur et on te dit quoi faire, etc. C'est vraiment la personne, elle a sa vision. Par contre, on va proposer des choses en plus. On va dire tiens, mais en fait, tu pourrais accélérer comme ça. Par exemple, là, j'ai mis en contact un repreneur avec un repreneur qui avait déjà mis en place la même technologie, une technologie de computer vision. En fait, ça l'a fait accélérer dans sa réflexion. Tu parlais des participations que vous avez comme à côté aussi dans les boîtes, les logiciels et la tech. Vous pourriez, un repreneur, il a peut-être pas il a l'ambition, il a peut-être pas les idées ou il sait pas par où passer et toi tu peux te dire, nous on a cet outil aujourd'hui, on a une participation dedans, ça pourra complètement coller avec la roadmap. Par exemple le service client, on a une startup qui s'appelle Locuta et donc c'est des callbots d'IA donc pour les services clients. Et donc pour la participation dont je parlais Camping Car Park, on a mis en place, d'ailleurs c'est nous, notre operating partner, qui allait mettre en place ce système dans la société, c'était assez lourd. Et donc l'IA gère des centaines d'appels par jour, sachant que maintenant, sachant qu'il y a des appels qui sont la nuit, des appels qui sont dans des langues que le service client n'avait pas. Donc ça permet, au-delà de se dire je peux grandir sans faire exploser mes coûts, ça permet de résoudre des problèmes qui n'étaient pas adressés avant, et pourtant qui a un gros impact client. Donc totalement. C'est cette synergie entre notre portefeuille existant, même aux États-Unis. Un repreneur, je l'ai mis en relation avec l'entreprise du même secteur qui a développé un énorme logiciel là-bas. Ils vont sûrement faire des partenariats. Donc ils sont complémentaires. C'est l'écho entre ces deux mondes qui crée de la valeur aussi. Donc on optimise aussi évidemment le financement non dilutif. Le sujet, c'est pas de mettre le plus d'equity possible. C'est vraiment de mettre l'equity dont vous avez besoin, de faire ce qu'il faut en non dilutif et de combiner. Ce qui est génial dans la transformation tech de reprise, vous pouvez combiner les prêts transmission, le prêt adossé à la levée d'equity et tout ce qui est prêt innovation et les subventions R&D. Donc en fait, vous combinez tous les outils. Quand je disais qu'il faut savoir jouer dans son pays par rapport au Search Fund, faut mieux jouer avec tous ces outils d'aide en fait, qui existent. Là, vous adressez deux verticales différentes. Et là, c'est vous qui supportez un peu, parce que c'est hyper chronophage de postuler à tous ces genres de choses. Ouais. À la fin, des fois, il vaut mieux se diluer un peu plus et pas le faire. Donc, c'est vous qui gérez un peu ça ou... On a un partenaire avec qui on a des tarifs négociés, qui s'en occupe très bien et qui le fait depuis longtemps pour nos participations. Et d'ailleurs, c'est lui je l'ai fait optimiser la boîte où j'ai scindé l'equity en deux. Je l'ai fait intervenir dessus justement pour aller chercher le maximum de non-dilutif. Et c'est du non-dilutif pas cher en plus. Ouais. Parce que l'idée, c'est pas juste d'avoir beaucoup de dettes, c'est d'avoir une dette pas chère. Ou la moins chère possible. Nous, dans notre vision de la reprise, effectivement, de boîte rentable, c'est de se dire qu'on n'a pas cet esprit start-up en fait, où on va venir surpayer des choses ou ajouter toujours plus, peu importe combien ça coûte. On sait qu'il y a de l'argent derrière, il y a des fonds et là, ça a l'air de coller davantage à notre vision de la reprise. On trouve des solutions. Alors, si on peut les payer pas cher, tant mieux. S'il y a besoin de mettre des fonds, on a des solutions aussi pour mettre des fonds, mais ça répond bien à la vision de la reprise TPM. Et ce qui est intéressant, c'est justement, par exemple, que vous avez des sujets de build-up. En fait, si on s'est connu, c'est comme votre banquier là pour le coup, quand on s'est connu dans une première phase, que ça s'est bien passé, en fait, imaginons que vous trouvez une cible et il faut signer dans 3 mois, en fait, le fonds, il est déjà là. Donc, vous avez un levier en fait, à disposition, si tout se passe bien, qui, encore une fois, accélère. Donc, un fonds, c'est vraiment pour accélérer. Autre question, c'est clair. Et donc, après, bien sûr, comité d'investissement. Et on peut faire soit l'investissement, soit on peut aussi être avec vous pour signer la LOI. J'ai parlé avec beaucoup de repreneurs qui, en fait, perdaient à la fin parce qu'ils étaient venus tout seuls dans la LOI comme un repreneur physique. Et le cédant avait préféré un industriel, ou un fonds même, qui paraissent moins émotionnels forcément, parce qu'ils ont plein de participations, ils ne sont pas sur une société, ou c'est des synergies sur une structure existante. Et donc le fait de venir avec un financement peut énormément rassurer, et pour le coup, vous bénéficiez de l'émotionnel avec le cédant. Il n'y a que vous qui avez ce lien émotionnel avec le cédant, c'est un beau lien. Quand il n'y a que ce lien-là, c'est insuffisant. Quand il y a le financement derrière, je pense que vous gagnez plus facilement les deals. J'ai 2 questions. Donc, ces procès complets, à peu près, c'est combien de temps? Alors, tout varie selon les repreneurs. J'ai des repreneurs que j'ai rencontrés il y a 6 mois.
Et on a échangé de manière régulière et maintenant je regarde, ils ont leur cible et donc on regarde et je vais regarder en 3 semaines pour voir si je fais une term sheet en 3 semaines. Ouais. Donc c'est très raccourci. Mais comme on s'est rencontrés depuis un moment, ça gagne déjà beaucoup de temps. Donc en fait, on s'adapte à votre planning. Et donc peut-être à l'inverse, si je cible prêt pour demain. T'as une question, Thomas? T'as une vision. De votre côté, c'est combien le temps minimal que vous savez faire? Parce que moi, je suis prêt. T'es prêt? Toi, t'es prêt. C'est bon. Il y en a deux. Donc c'est à l'inverse. Ok, on va fixer un rendez-vous, Thomas. C'est combien votre délai incompressible de votre côté? Oui. Le délai, alors il y a un délai incompressible pour une term sheet. Pour Impact, il y a les deux choses. Pour la term sheet, pour la LOI. Oui. C'est différent parce qu'en fait, tu sais, donc, il y a le fait de se mettre d'accord sur les conditions globales du contrat qu'on va signer ensemble. D'accord ? Et après, il y a le fait de rédiger ce contrat. Oui, hormis ça. Voilà, parce que ça peut... Ça dépend de la LOI, finalement. Ça dépend des avocats, ça dépend de beaucoup de choses, ça peut déraper. Pour la term sheet, donc finalement le frame des conditions, je dirais que le temps incompressible, c'est 1 mois. Ah ok. Est-ce que vous suivez si les projets sont liés à des projets, des reprises, des sociétés qui sont à la casse? Alors ça, c'est une très bonne question. Le retournement, c'est très complexe. Ouais. Ça peut être en même temps une grosse opportunité. Gaspard de Monclin qui aime bien faire ça. On n'y va que si la personne a une vraie connaissance de ce genre de sujet. Okay. Après, dans ton cas, c'est peut-être un peu particulier parce que tu l'adosses à quelque chose qui est rentable, donc tu mitiges les risques. Nous, on a des sociétés qui l'ont fait dans notre portefeuille. Donc, il faut voir la situation, mais c'est des situations qu'on regarde de manière plus précise encore. Et peut-être qu'un mois sur ce genre de dossier, c'est court. Encore une fois, s'il y a une échéance, on fait en sorte d'être là. C'est le sujet, en fait, c'est qu'il y a des échéances. Il y a des échéances. Donc, je pense que 2-3 mois pour clôturer le dossier. Pour déposer une offre ou clôturer? Pour déposer une offre. Pour déposer une offre, oui, alors du coup, c'est faisable. C'est faisable. Non, et on peut très bien regarder. On regarde, c'est juste qu'il faut se dire qu'on va être très exigeant parce que c'est des dossiers pas simples et que, en fait, le retournement, ça ne demande pas du tout les mêmes compétences que la croissance. On peut être un bon manager de croissance et dire même je sais serrer mes coûts, etc. et être un mauvais manager de retournement où c'est pas juste il faut serrer les coûts, il faut les mettre à quasi zéro parce que sinon la boîte ne survit pas. Donc toi après ça dépend comment tu l'adosses. Moi j'ai accompagné en tant qu'operating partner sur justement une acquisition d'une boîte qui allait mal comme ça, qui avait des litiges. Il faut vraiment avoir un processus très bien rodé en amont, il faut le suivre, il faut avoir des gens qui sont capables justement de faire tous ces micro-branchements entre les sociétés si tu l'intègres. Donc on pourra regarder. Okay. On va se parler, Thomas, t'inquiète. Et du coup, il faut qu'on se voit avant la LOI ou on peut nous faire notre recherche, etc. et signer la LOI et ensuite... C'est pas la LOI du deal là, si? Ah oui, ok. Si, ça? Ouais. Si, c'est la LOI de la cible. D'accord. On peut tout faire. Okay. Moi, encore une fois, j'aime bien rencontrer les repreneurs, donc après j'ai mon temps que je dois arbitrer, mais une première rencontre, on peut toujours la faire à n'importe quel stade. Ça peut être, si vraiment votre projet, et je vous le dis souvent aussi au premier échange, rentre totalement dans la thèse, on peut en parler avant la cible, enfin avant la LOI, pardon. Si c'est, entre guillemets, un peu moins sûr, là, venez vraiment avec la LOI, avec la cible, pour que ça soit plus structuré. Et il y a aussi, ça dépend de la personnalité des repreneurs. J'ai des repreneurs qui aiment bien faire du ping-pong, de l'échange, pour construire. Et il y en a qui sont, non, mais si c'est pas parfait, je ne te l'amène pas. Donc, je viendrai avec ma LOI et tu auras mes 900 pages de deck et de BP. Donc, moi, je m'adapte à chacun. Mais l'intérêt, du coup, de la LOI, que tu interviennes à la LOI, c'est pour fixer du coup le prix de cession, se dire par rapport à ton projet de développement, nous on est en capacité de t'accompagner dans ces conditions, donc peut-être que toi tu étais limité à 3 millions et tu peux aller jusqu'à 3,5 millions parce qu'on sait derrière qu'on peut se développer. Oui. Ou évaluer potentiellement l'impact des technologies sur le projet. Alors entre nous, mais oui. Oui, bien sûr. Je veux dire, toi de dire oui, ok, tu peux te permettre d'aller jusqu'à cette valo parce que si tu remplaces ça et que tu mets certaines technos... Exactement. Mais ça, encore une fois, que ça soit une facilité. Payer trop cher, c'est la seule certitude de l'erreur parce qu'on l'a posé. C'est vraiment dans des cas particuliers.
qu'il faut voir ça. Et non, ça permet de faire ça potentiellement. Par exemple, j'ai vu une reprise où on m'a apporté de la LOI. Et en fait, on avait trop laissé de pourcentage au cédant, alors qu'il allait partir. Et en fait, on se dit, ben non, mais du coup, toi qui vas faire... Et la personne allait faire des énormes efforts dans la société pour créer de la valeur. Et tu dis, mais non, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un problème, tous les deux, enfin moi, nous le font, et toi, tu vas avoir l'impression de ne pas avoir beaucoup de valeur. Oui, mais en fait, parce qu'il y a une troisième personne qui prend énormément, alors qu'elle ne contribue pas à la valeur future. Et qu'elle a déjà été payée. Parce qu'en plus, il a eu un premier cash out. Donc, ça, par exemple, j'aurais vu la LOI avant, je lui aurais dit, pose directement quelque chose de plus cohérent. Encore une fois, c'est pas une histoire de... c'est une histoire d'être cohérent avec qui crée la valeur quand. On le paye pour la valeur qu'il a créée après. Peut-être qu'il regarde un petit peu s'il veut, mais il ne peut pas avoir un tiers de la valeur future. C'est pas possible. Bon, ça marche pas. Avec les profils que tu as là ici, ça devrait pas se passer. Mais... Ça ne se passera pas comme ça. C'est clair pour vous ? Et du coup, je pense que je l'avais enlevé d'ailleurs. Ah non, il est après. Donc il y a le processus avant. Excuse-moi, je vérifie juste. Moi, je suis large. L'heure. Je vous ai parlé du processus avant, le processus après l'investissement. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment intéressant, ce que nous, on aime beaucoup faire, c'est après l'investissement, pouvoir travailler avec vous. Pour vous donner un exemple concret, dans nos startups, c'est un peu compliqué à faire dans les reprises de PME, mais c'est pour vous donner notre philosophie. Il y a beaucoup de startups où on investit, au départ, il n'y a même pas de board. On fait que des workshops de travail sur des sujets précis. Parce que l'idée, c'est pas de vous fliquer et de vous dire où vous en êtes sur ce que je t'avais demandé, parce qu'on n'est pas vos boss. C'est de se dire, tu avais ce problème-là, est-ce que tu veux qu'on se pose, on réfléchisse ensemble. Ah tiens, j'ai telle personne qui a eu le même problème, on l'amène, elle nous aide à le résoudre. J'ai un freelance qui peut t'aider sur le sujet du site web ou autre, je te le donne. Donc on est là pour accélérer votre développement, déverrouiller au plus vite des problèmes. Et ça fonctionne bien quand il y a vraiment une relation de confiance entre le repreneur et l'investisseur. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime comme deal. C'est quand on n'a pas du tout de problème de dire ce qui ne va pas. Parce que du coup, le plus vite on peut me le dire, le plus vite, moi, je peux apporter potentiellement des idées et des solutions pour le résoudre. Et donc, Newfound, on a donc l'accès sur la partie, donc, évidemment, aide, mais on a aussi cet accès à cette veille technologique continue. Comme on est positionné aux États-Unis, à Paris et dans tout cet écosystème de start-up, en fait, dans tous les secteurs, on connaît des solutions à construire en interne, on connaît des solutions à utiliser en externe. Donc, en fait, on navigue finalement dans ces milliers de solutions. Nous, on est à l'aise. Et c'est dur de rester à l'aise, même pour nous, parce que ça évolue tous les 6 mois. Donc, le fait qu'on construise nous-mêmes en interne, le fait qu'on continue d'avoir constamment du flux de start-up, le fait qu'on aide nos participations à elles-mêmes progresser, c'est ça qui nous permet de rester la tête hors de l'eau de l'innovation et de conseiller correctement nos participations. Operating Partner, je vous en ai parlé, et les dirigeants. Les discussions de pair à pair, moi j'organise souvent des événements où les dirigeants entre eux peuvent se parler, parce qu'on a beau vous dire beaucoup de choses très intéressantes. Le mieux, c'est quand vous pouvez parler à des gens qui ont eu exactement les mêmes problématiques que vous, qui peuvent vous aider. Vous accompagnez sur l'acquisition en tant que telle, la valorisation, oui. La structuration du financement, l'optimisation avec le monde dilutif. Est-ce qu'il y a aussi une participation au-delà de la mise en réseau, vos solutions techniques et l'accompagnement, mais il y a aussi un aide au financement, on va dire post-session, où on a du capital aussi pour investir dans ces solutions technologiques. Parce qu'il y a le financement pour l'acquisition, ok, on paye la cible, très bien. Oui. Et le jour 1, est-ce qu'il y a aussi dans votre stratégie d'apport, pas forcément d'equity du coup, mais de financement, pour qu'on puisse financer et acheter des solutions technologiques, investir dans un profil IA interne à la boîte si on a estimé ensemble que c'était pertinent et tout ça. Je ne sais pas si ma question est claire. La question est claire. En fait, par exemple, les operating partners qu'on met à disposition, c'est déjà gratuit. Okay. Normalement, c'est refacturé. Enfin, il y a plein de modèles où en fait on refacture, tous les frais sont refacturés constamment à la société. Nous, on a déjà beaucoup de temps, le nôtre et ceux de nos operating partners, qui est donné gratuitement. Ce qui est en plus, c'est évidemment facturé par la société. Et s'il y a besoin d'argent pour cette transformation technologique, on l'inclut dans l'equity. Dans le BP. Et dans le BP, oui. C'est en charge. Ça ne va pas à la cible, c'est ça que je veux dire. C'est dans le BP, c'est pris dans le financement, mais ce n'est pas dans l'acquisition. Ça reste dans la cible. Oui. Après la oui, on peut faire. Et on peut aussi faire en 2 temps. On peut faire un investissement dans la reprise, donc le MBI. Et après, on peut faire une mini-levée pour ajouter l'argent. Ouais, c'est ça
a un processus pour réaliser l'acquisition, et après Oui. il y a un processus en parallèle dans lequel on se traduit, où il y a aussi la possibilité de financer la croissance technologique par l'investissement. Et d'autant plus, il faut qu'il y ait ça. Oui. D'accord. C'est quoi dans ces cas-là? C'est du compte courant ou c'est de la dette obligatoire ou c'est quoi? Non, ça peut être une levée de fonds simplement. D'accord. Après, on va entre OC, obligations convertibles, equity, enfin les différentes actions, on va juste réfléchir au ratio pour que vous restiez majoritaire. Et après, s'il y a besoin, on fait évoluer avec du man-pack, avec des actions de préférence pour que ça fonctionne. Encore une fois, de toute façon, on se mettra d'accord sur qui crée la valeur, comment distribuer la valeur par rapport à l'apport des différentes parties et les seuils atteints pour que le tout fasse sens. Et en fait, nous, de toute façon, notre intérêt, c'est que vous ayez envie de vous surdépasser. Et quelqu'un n'a envie de se surdépasser que s'il est surrécompensé à la fin. Donc c'est assez logique. Mais le process, vu que c'est l'accélération, c'est pas un truc qu'on va développer de manière organique. Nous, on a déterminé, on voit qu'il y a un gros levier sur la digitalisation à tel niveau-là. Du coup, on va structurer l'acquisition comme ça. Et dans le BP opérationnel, il y a un volet investissement de par vos ressources, totalement, le cas échéant, pour pouvoir aller plus vite. Exactement. Et on pourrait même se dire, tiens, on a déjà fait un pacte entre nous où là, il y a cette acquisition. Et dans 1 an, il y a l'argent pour la transformation. Potentiellement. Comme ça permet... Oui, on peut faire bailler. On peut voilà. Sur mesure. C'est sur mesure. Et gratuit. Tu payes de ton temps, ton énergie. J'ai bien compris. Tu payes, exactement. Et c'est pour ça aussi que on refuse beaucoup de dossiers. Pas parce qu'ils sont pas bons. J'ai refusé des très bons dossiers avec des très bons repreneurs. C'est juste que, comme vous le comprenez, c'est un plan qui est assez complexe à exécuter et qui est pour des gens qui ne peuvent pas faire autre chose que ça, en fait. S'ils font pas ça, ils s'ennuient. Parce que ça demande de... Non, mais on en revient au côté entrepreneurial. Hein. Un entrepreneur, fondamentalement, c'est quelqu'un qui aime avoir des difficultés les unes après les autres. Du coup, ça m'amène à une question. Et pas les unes avec les autres? Sur les autres. Est-ce que si un repreneur, par exemple, vous approche, mais il ne veut pas forcément, lui, demain, diriger l'entreprise, il est plus dans une logique aussi d'investissement, et qu'au bout d'un certain... il va mettre un dirigeant, on va dire, opérationnel. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes ouvert? Et dans ce cas-là, est-ce que vous exigez, entre guillemets, de voir aussi potentiellement la personne qui serait le manager opérationnel? Enfin, comment... Alors, évidemment, pour la deuxième question, de voir la personne qui sera dans le côté opérationnel, tout va dépendre de votre vision et du plan. J'ai par exemple des gens qui veulent créer un groupe assez conséquent, et évidemment, ils ne vont pas diriger toutes les entités du groupe. C'est même impossible. Donc en fait, directement, ils se positionnent au niveau supérieur, où eux s'occuperont finalement de la recherche des cibles, de l'intégration, de la stratégie et de la transformation, et ils gardent ou ils cherchent un dirigeant pour la partie opérationnelle, exécution, on va dire. Donc cette personne va être importante. Pour autant, ça reste un plan totalement cohérent. Et après, nous, on va évaluer est-ce que vous avez, d'après notre lecture, les capacités pour faire ce type de projet. Quelques conseils, et encore une fois, c'est si vous voulez faire une reprise avec de la transformation tech, c'est pas pour tout le monde, mais c'est de ne pas chercher la cible parfaite, parce que c'est dans l'exécution que vous allez trouver la valeur. J'ai parlé avec beaucoup de très très bons repreneurs qui disent oui, mais j'ai peur de me tromper. On m'a parlé fini d'ailleurs. De trouver la... non, mais de dire, tiens, finalement, je vais être sûre d'avoir la bonne cible. Je veux que tous mes voyants soient verts, etc. Il y a pas mal de repreneurs qui fonctionnent comme ça. Et en fait, la cible ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours des petits défauts quand vous allez ouvrir le capot. Ce qui va vraiment compter, c'est comment vous les résolvez vite, comment vous transformez la boîte. Et si les signaux que vous pensiez pouvoir exploiter, vous allez pouvoir les exploiter. Et si vous ne pouvez pas, est-ce que vous arrivez à vous retourner? Encore une fois, est-ce que vous avez cette logique d'entrepreneur ou pas? Parfois, il faut préférer une cible qui gère du papier plutôt qu'un mauvais CRM. La dette technique, c'est très lourd. Donc ça dépend des cibles, ça dépend évidemment de la volumétrie des données dont on parle, mais encore une fois, il n'y a pas d'idée préconçue. Il faut toujours mesurer l'impact de ces transformations tech pour pas être... J'ai du papier en stock. Vous avez il y a de la lecture, hein. L'IA fait ça très bien. Hein. Non, pardon, on rigolait, on en discutait à midi, je suis tombé sur un cédant qui imprime ses mails. Ah oui, qui ne sait pas imprimer ses mails. Qui se fait faire. Qui demande à sa secrétaire d'imprimer ses mails. Ça lui fait un boulot, c'est un emploi fictif, mais il existe. Pour rester, le danger de l'IA, c'est que ça peut vite devenir un jeu où on peut se perdre un peu dedans.
c'est très important de mesurer le ROI des projets qu'on crée et de structurer pour être agile, parce que l'IA ne se développe pas comme si vous avez parfois été chef de projet dans vos vies, ça ne se pilote pas comme un chef de projet le faisait avant, où on sait tout ce qu'on va faire, étape 1, étape 2, non, on ne sait pas du tout où on atterrit. Par contre, il faut qu'à la fin, il y ait ces objectifs et ces critères de succès. Sinon, si on fait un IA qui apparaît génial mais qui ne sert à rien, vous aurez perdu du temps et de l'argent. Potentiellement, parfois, recruter des profils donc operating et produits avant des commerciaux. Surtout les commerciaux, c'est des profils qui aiment bien avoir un process assez clair, bien établi, etc. Si vous recrutez plein de commerciaux sur un ancien modèle, qu'après vous transformez et que vous devez faire tout le changement avec ces nouvelles personnes, c'est un peu dommage. Vous pouvez vous dire, tiens, justement, j'ai levé un petit peu plus d'argent pour avoir ce tampon de transformation. Je fais ma transformation et comme ça, je profite des nouveaux pour mettre en place mes nouveaux process. Parce que de toute façon, ils n'ont pas d'habitude, c'est des nouveaux. Et comme ça gagne du temps aussi. Voilà. Je finis, mais pour synthétiser, nous, ce qu'on cherche, c'est donc des PME qui génèrent entre 1 et 20 millions de CA. Vous comprenez, c'est du small cap, mais il n'y a pas vraiment de critères précis. Un EBITDA, c'est normalement une bonus. Mais voilà, on est même au-dessus de 0, on ne dit pas au-dessus de 5 ou au-dessus de 10 comme d'autres. Donc, encore une fois, tout dépend du projet. Et le vrai point qui est là où il y a la plus grosse exigence, c'est des repreneurs qui apportent une vision de transformation du modèle économique grâce à la technologie. Et ça, c'est ce qui est évidemment le plus complexe à évaluer. C'est ce qu'on fait depuis 16 ans dans les startups, donc on espère ne pas trop se tromper, mais c'est ce qu'on fait. Et nous, ce qu'on apporte, c'est un investissement de 500 000, ça peut aller jusqu'à 5 millions, en ticket initial et en build-up. Un accompagnement sur la transformation IA grâce à notre équipe et notre réseau d'operating partners, et des dirigeants qui partagent le même quotidien de transformation au sein de notre portefeuille, donc de start-up et aussi de PME, du coup de plus en plus, en France et aux États-Unis. Je finis sur ça. C'est la newsletter qu'on publie tous les 2 mois, qui s'appelle les carnets du repreneur, parce qu'on aime être très stratégique, vous voyez, pour essayer d'ouvrir la créativité, mais on est très concret, très terrain. Et les carnets du repreneur, ça recense à chaque fois un cas de transformation tech très concret. Donc là, vous avez le cas de Green Cube, dont je vous ai parlé juste avant. Vous avez un cas en dessous, c'est un témoignage d'un repreneur qui est accompagné par le Collège du dirigeant. Le Collège du dirigeant, on est aussi partenaire avec eux. C'est un collectif en fait, de centaines de dirigeants. Ils en sélectionnent entre 2 et 3 pour accompagner un repreneur. Donc il y a un fees à payer, qui vont vous accompagner dans les premières étapes de transformation sur la partie justement plus traditionnelle ou sectorielle. Donc en plus de tous nos dirigeants, s'il y a besoin d'un soutien encore plus fort, vous pouvez faire appel au Collège du dirigeant. Et on met des chiffres clés, des événements clés sur la reprise, voilà, ce genre d'événements. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez prendre rendez-vous. Oui Thomas, on prendra. On n'a pas du tout parlé de votre prise de participation. C'est sur la base de valorisation classique de la société et l'apport que vous mettiez Donc nous, on met, ce que je disais, donc, de manière générale, souvent c'est des tickets 1 ou 2 millions. 1 et 2 millions, en equity, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça peut être un mix d'equity et d'obligations selon le pourcentage que ça représente. En fait, nous, tout simplement, on va regarder la valeur à laquelle on rentre et la valeur à laquelle on sort, et tout le reste, on va l'ajuster entre nous pour que ça fonctionne bien et que ça fasse du sens. Juste avant de prendre des photos, tu pourras partager les slides ou... Je pourrais. Non, justement, c'est pour ça, pas juste Camping Car Park, mais le reste, c'est partageable. Ah oui, d'accord, c'est Camping Car Park, c'est privé. J'ai une question à te poser. Tu as parlé du cas de Green Cube. Oui. Vous les avez accompagnés sur le process que tu as montré de faire un mix, on va dire, je vais l'exagérer volontairement, mais le Bon Coin et production. Ouais, c'est un peu un mix, quoi. C'est vrai. Vous les avez accompagnés là-dessus. Par exemple, dans mon cas, je cherche des entreprises basées sur le secteur BTP parce que je connais bien. Mais j'ai du mal à savoir en quoi des process IA vont nous aider, puisque ça reste quand même des salariés sur le terrain qui travaillent derrière. Et donc, je suppose que ça va être un accompagnement plus sur la partie bureautique, devis, etc., CRM, tout ça. Mais est-ce que vraiment il y a un intérêt pour des entrepreneurs comme moi à faire appel à des fonds comme le tien? Tu vois ce que je veux dire? Parce que par exemple, chez Thomas, on voit bien l'utilité que ça peut avoir. BTP, non? Tu vois pas le BTP?
Sur le BTP, j'ai du mal à voir. C'est un boulevard. Non, sur le BTP, j'ai du mal à voir. Ton Vraiment. salarié qui va chez Non, une parce qu'en personne fait, et- ce qu'ils font, je pense qu'il y a moyen de le faire sans l'IA, quoi. Mais Jérémy, tu prends Claude, tu lui demandes, et Tu vois. Non, mais j'aime bien réfléchir par moi-même aussi. La gestion des devis, Non, mais ça, la gestion des devis, mais tarification, on peut le faire déjà nous-mêmes, ça. Enfin, je veux dire, le CRM, tu peux le configurer pour avoir quelque chose d'ultra rapide, ultra performant. Tu utilises des logiciels comme Hercule Pro, Batigest et tout, ça peut... Ça dépend des métiers où tu es, mais je vais dire des choses bêtes. Mais par exemple, si les taux d'erreur des téléchantiers, c'est grand, donc un outil pour déterminer avec des caméras vision, je sais pas, la texture. Je sais pas. Alors, ça, Mais ok. tu vois. Mais le taux de SAV, tu vas pas le modifier grâce à un agent IA. Enfin, je veux dire, c'est ton mec sur le terrain qui va... il peut y avoir un problème process, on est d'accord. Ta capacité à répondre, le J'ai- SAV. Un cas concret. Ouais. Un plombier qui fait que du SAV toute la journée et on l'appelle tout le temps. En fait, ce qui va se passer, c'est que si la journée elle est organisée avant, au lieu de faire une tournée en faisant une étoile, Oui. l'IA va D'accord, éventuellement lui permettre de faire un cercle et Ça, ok. au lieu d'en faire par exemple 10 d'interventions, tu vas en faire 15. Ouais, ok. Et Ça, s'il je en vois fait bien. 15, tu payes toujours le même prix, sauf que tu récupères 5 Ça, c'est un interventions métier de plus. particulier, mais t'as raison. Mais ça marche aussi pour les femmes de ménage. Ça marche en fait, tous ces métiers où tu as énormément de main-d'œuvre et de transport et de gestion de produits. Par exemple, le matin, le plombier il part, et ben, tu peux avec l'IA éventuellement, il scanne les produits avec son téléphone. Du coup, tu sais combien il a pris, tu sais ton stock à combien il est. Et du coup, en fin de journée, ça peut automatiquement éventuellement commander les nouveaux produits à une plateforme qui va te les livrer le lendemain. Et en fait, c'est tout ça où tu peux lier l'IA. Et au lieu d'avoir une personne qui va gérer ses stocks, c'est tous ces trucs-là en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois plus éduqué et te poser beaucoup plus de questions que tu n'en poserais jamais à toi-même. Exactement. C'est la seule chose, Ouais. la réflexion que tu n'auras pas, c'est celle qui ne t'apportera pas de solution. Donc en fait, il n'y a jamais de questions idiotes. Et avec l'IA, tu peux avoir des trucs complètement... Il faut repartir. mais t'as bien fait. C'est intéressant de repartir justement. Moi, les KIA, j'y repars d'un point très concret et souvent aller voir l'opérateur justement. Pour Tageos, là, qui a donc des usines, en fait, moi, j'aurais conseillé vraiment d'aller pas faire un gros projet top-down, mais de prendre un opérateur sur une chaîne de production et de commencer à élaborer, à prendre son pain le plus fort et travailler autour de ça. Donc, par exemple, là, je parlais à un technicien SAV il y a 2 jours. Il me disait, mon plus gros pain, c'était les déplacements. C'est ce qui me tue de rester en voiture dans les bouchons. En plus, c'est très stressant. Le client, il appelle, il n'est pas content, etc. 2, c'est qu'il faut que je remplisse toutes les informations de la pièce que je vais changer. Alors qu'en fait, je pourrais scanner et toutes les informations sont remplies automatiquement. Après, je dois rédiger le rapport. Alors qu'en fait, je pourrais avoir une IA vocale qui rédige le rapport. Après, ça envoie le rapport au client. Et hop, voilà, pendant que je travaille. Tu fais signer ton client, ça va Exactement. automatiquement, ça rentre dans le CRM. En effet, la commande de pièces. Ah bah non, en fait, on ne peut plus avancer le chantier. Il nous manque tel vis. Je pense que c'est un cas... Si tu vas chez LTM. Donc, il y a toutes ces choses-là. Distributeur de pays automatique. Et en fait, je pense que la question, ça pourrait être vraiment de se remettre avec une feuille blanche avec Claude par moment et enlever Claude à d'autres moments pour penser vraiment de manière totalement libre et de se dire, OK, j'ai 0 contrainte. Ce métier du BTP, demain, j'ai tous les outils inimaginables à disposition. Comment ça fonctionne ? Je trace le flux d'un opérateur dans la journée. Il ressemble à quoi de manière très précise ? J'invente tout ce que je veux. Je pense que, pour moi, dans le bâtiment, il y a 2 secteurs séparés. Il y a la promotion et la construction neuve. Il y a un truc qui est déjà suroptimisé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres optimisations, mais c'est déjà... Moi, je pensais plutôt à la réno. L'artisan. Quand tu arrives à la réno... En revanche, le plombier, l'électricien... Ouais, il y a tout ça. Hein. Ils ont tous les mêmes contraintes. Ne serait-ce que prendre tes DPE qui sont accessibles publiquement, de faire une analyse croisée entre l'amélioration performantielle de tes DPE. Si tu fais de la plomberie, tu as des contrats de maintenance, tu vas rentrer de la data, tu peux calibrer ta réno globale. Tes clients n'ont pas forcément le ticket pour faire une réno globale au début, mais tu les as dans ta base de données, tu sais qu'ils vont arriver en fin de cycle. Tes investisseurs locatifs, ils peuvent plus louer en G à partir de l'année prochaine. Donc tu sais que tu peux croiser ta donnée. Et c'est là où moi je vois le plus gros potentiel, c'est le croisement de la donnée pour avoir ton ciblage CRM, tu vois, sur les clients qui ont les moyens, sur la partie commerciale. Sur la partie commerciale, et 2 après sur la partie exploitation. À partir du moment où tu vas rentrer et pouvoir calibrer la performance, tu vois, l'augmentation de la performance énergétique des bâtiments dans la base de données, tu vas pouvoir dire mettez un verre X ou Y dans les trucs et le ROI sera calculé, tu optimises ça avec les aides derrière. Non, mais c'est exactement ça. Et là, on est dans le schéma, pour reboucler avec ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment dans ce schéma où dans le BP, je rachète une société avec un EBITDA à 5, je sors la société, l'EBITDA il est à 20. Et en plus, j'ai fait du build-up.
Donc en fait, à la création de valeur, on est vraiment sur du x14, du x20 sur ces zones-là. On n'est pas forcément sur du x60, parce qu'il n'y aura pas forcément un nouveau produit IA, mais c'est pas grave. Un x14 sur... c'est déjà beaucoup. Et c'est pas assez parce que Bitcoin a fait du x50. Non, là, tu fais plutôt l'inverse. Mais... C'est momentané, ça. C'est- Ils sont sortis à temps. Mais non, il y avait des vrais effets leviers. C'est pour ça que je dis, c'était ta question tout à l'heure, est-ce que nous, on est que sur des nouveaux produits? Non, pas forcément. S'il y a un vrai saut, et si tu dis, mais en fait, moi, j'ai créé l'entreprise du BTP qui, dans 10 ans, sera le leader en termes la référence en termes d'organisation. Le but, c'est de racheter Bouygues. Hein. Vinci, Bouygues, non, Mais non, mais ils sont trop vieux, trop lourds. Mais non, tu les rachètes, tu les percutes. Quoi. Mieux vaut créer un Bouygues et un Vinci avec l'IA. Que le racheter. Je veux pas le créer. Bah, je si, veux le reprendre. plein de Je veux petits reprendre un boîtes. petit Bouygues. Quoi. Mais non, parce que le gap, il m'a dit, ça sert à rien de partir avec un CRM pourri, il vaut mieux le créer. Bah ouais. C'est vrai. Ils ont fait comment pour être gros? Ils sont partis petits maçons. Ils ont racheté. Ils ont racheté. Ouais. Après, travailler chez Bouygues, même si tu es proprio, c'est comme travailler dans la fonction publique maintenant. Si tu aimes bien travailler avec des fonctionnaires, bah vas-y, achète Bon de. courage. Moi, je les connais. J'ai deux questions. Mhm. Une, comment vous vous rémunérez? À quel moment? Est-ce que c'est Oui. uniquement sur l'exit ou est-ce que c'est prise de dividendes tout le long? Mhm. Et la deuxième, c'est qui sont les investisseurs? Très bonne question. Premièrement, les investisseurs, c'est que des investisseurs privés d'entrepreneurs. On n'a pas d'argent public, donc c'est mon argent, l'argent des general partners du fonds. Donc on est tous, on va dire, skin in the game aussi. Et de l'argent de grosses familles entrepreneuriales et de plus jeunes entrepreneurs qu'on a accompagnés, qui ont fait leur exit et qui ont remis de l'argent dans notre fonds. Avec quel ticket? Ticket d'entrée? Combien ils mettent des tickets? Les gens qui investissent, c'est quoi le ticket d'entrée? C'est pas des tout petits tickets, c'est plutôt des tickets assez conséquents. Ça va rien dire. Oui, mais c'est des sujets de fond. Et sur l'autre... Excuse-moi, juste lâcher, vous êtes ouvert encore en fond ou là, vous avez fermé pour le moment? Pour le moment, on est Gros fermé. ticket, elle a dit. Hein. Des gros tickets. Mais On ne sait pas ce que c'est un gros ticket. Tu sais, Bah oui, c'est on pour connaît des gens, pas un la gros ticket, c'est définition. 50 000 et pour d'autres, c'est 500. C'est 1 million. C'est du 1 Je sais million. pas. Oui, moi, je me doute. Non, mais là, c'est une pense autre que c'est discussion. un M, c'est- Mais c'est vous rigolo, pouvez, hein, vous c'est pouvez plus m'envoyer que un ça. mail. Non, on peut s'en parler. Et sur l'autre point de comment on se rémunère, c'est un bon point. On n'est pas un fonds evergreen. Les fonds evergreen, ils vendent jamais les sociétés, ils se rémunèrent du coup grâce aux dividendes. Nous, on est quand même dans une logique d'exit, mais il y a des boîtes qu'on met très 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 longtemps à vendre, même 13 ans, 14 ans, parce qu'on continue d'aider les entreprises tant qu'il y a l'énergie entrepreneuriale, que l'entrepreneur il a des idées. Et pour le coup, c'est notre historique, c'est pas un discours. Donc, il y a plein d'opérations qui existent. On peut faire des recaps où en fait, au bout de 5 ans, la société a globalement remboursé sa dette et a généré l'EBITDA. Donc, on peut relever une dette pour sortir un petit peu d'argent auprès des actionnaires. Ou si vous voulez avoir plus de parts, potentiellement on peut vous en vendre une partie. Enfin voilà, on sait totalement faire des opérations pour faire un peu de cash out, faire un cash out total ou pas, enfin voilà, selon le projet. Par exemple, on peut se dire maintenant, au bout de 5 ans, j'ai un projet 3 fois plus ambitieux. Est-ce que tu veux revenir avec moi et tu sors pas ton argent tout de suite? Potentiellement, pourquoi pas? Ça, Oui. c'est fixé au début, c'est une discussion qui est fluide et qui évolue. C'est une discussion qui est fluide. Nous, ce qu'on va juste mettre dans nos conditions, c'est qu'il va y avoir des clauses dans le pacte qui forcent cette discussion. C'est de dire il faut qu'on puisse discuter. Il ne faut pas qu'on s'en... Voilà, il faut des clauses de rendez-vous. Mais par contre, encore une fois, vu les performances qu'on cherche à atteindre, on ne les atteint qu'en ayant cette agilité et cette finesse, finalement, de laisser du temps au business, en même temps d'être là en se disant non mais là, il faut reconnaître que là, il y a un problème. On va le reconnaître ensemble, parce que sinon, on perd du temps, encore une fois. Mais après, on laisse le temps quand c'est de la vraie construction business. Et du coup, je sais qu'il n'y a pas une réponse qui va fitter pour tout, mais comment est-ce que vous fixez ces jalons où on va dire, voilà, on se donne quand même un jalon, dans un an, on doit être à peu près là, et etc. Et à la fin, est-ce que c'est des trucs qui sont déjà prédéfinis, où on dit c'est 5, c'est 7, c'est 10, c'est 15? Oui, on définit, justement déjà il y a cette roadmap de Transfotech, il y a le BP et on s'en parle. Ça va rarement être dans le pacte contractuel. Ça l'est quand il y a vraiment des tranches et on se dit tiens tu fais ça et dans 1 an pour gagner du temps et des frais, on se met d'accord que je te le donnerai directement si tu atteins telle condition. Ça peut être un cas. Mais sinon quand c'est des horizons de temps au-delà d'1 an, 2 ans, on est plutôt sur on va faire ça ensemble.
et on se reparle à ce moment-là. Parce qu'il y a tellement de choses qui changent dans la transformation que si on fixait un cadre, on peut être sûr qu'à 90%, il serait faux. Non, mais c'est pour les échéances. Et comment vous fixez les exits parce que là, vous êtes minoritaire dans le truc. Comment est-ce que vous forcez entre guillemets l'exit si jamais le repreneur veut garder, lui, et a une philosophie plutôt evergreen où il veut garder sa participation, vous accompagnez aussi à cet exit pour faire rentrer d'autres fonds minoritaires? Oui, en fait, c'est ça. En fait, on reconfigure le capital pour pouvoir sortir et que vous puissiez rester. De toute façon... Mais du coup, c'est quoi votre gain dans ce cas-là? Notre gain? Ouais. Bah si, la boîte, normalement, elle a grossi. Bah oui. On vend pas... Par contre, on vendra on vendra pas à bas prix. Un petit x2, quoi. En tout étant. Petit x2 en 14 ans. Vous accompagnez aussi ce process-là. Vous avez les cibles vers qui il faut potentiellement transmettre ce truc. Oui, et de toute façon, en fait, alors ce qui est intéressant, quand je vous ai montré au tout départ les fonds majos, etc., et ce gap, ce trou de financement qui existe sur les petites entreprises, en fait, imaginez, vous avez atteint une taille critique. À partir de, même, par exemple, 5 millions d'EBITDA, en fait, vous n'avez même pas besoin de poser la question parce qu'en réalité, vous vous intéressez tous les fonds PI et les fonds du dessus. Parce qu'on n'est pas sur des boîtes qui, du coup, sont plus des cash machines. Vous voyez ce que je veux dire? On a peut-être envie de C'était plutôt ça ma question. Vous avez si envie on de... n'a pas envie de vendre, si on a envie de garder, nous, notre equity, tu peux les racheter. Bah, vous pouvez nous racheter. C'est ça. Et oui, ça les intéresse aussi. Après la discussion sur la valo, et si on n'a pas forcément les fonds pour vous racheter, vous faites aussi... Bah, il peut y avoir de la dette. Ça peut se faire progressivement. Enfin, là, on rentre vraiment dans justement de la configuration. Il y a plein de choses qui existent du moment qu'on sait, faut mieux le dire en amont, de se dire tiens, bah, moi j'ai ça comme hypothèse, parce que comme ça permet d'anticiper. Nous, ça nous permet surtout d'être à l'écoute des opportunités du marché qu'on voit, parce que potentiellement, on va se dire, soit vous nous dites non, moi je suis pas du tout intéressé, alors que c'est pas vrai. Nous, on va voir quelqu'un qui est intéressé, on va lui dire non, il veut pas du tout. En fait, si, il voulait, et c'était pas grave. Nous, il faut vraiment considérer que l'avantage d'un fonds minoritaire par rapport à, par exemple, un BA, un business angel, c'est que justement, nous, on n'a pas le côté trop émotionnel. On a cette distance de professionnel qui fait que, comme on a plein de sociétés, on va les gérer de manière un peu plus neutre. Et en réalité, ça vous apporte beaucoup au quotidien parce qu'on va avoir cet œil parfois un peu plus long. Quand à un moment donné, vous êtes absorbé par un problème, vous vous dites non, mais là, ça se trouve, ça a planté. Et comme en plus, en parallèle, on a plein de situations compliquées de boîtes et on voit qu'elles se résolvent, qu'on trouve des solutions, ça permet de prendre la distance plus facilement que vous, évidemment, quand vous êtes dans une société. Sans être... Sur les 150 tickets que vous avez, ça fait combien d'exits à peu près? C'est une bonne question. Tu me poses une colle à date. Des dizaines, hein, mais... Ouais, c'est ça, c'est des dizaines. Sur les 150 tickets actifs? Les 125, c'est... 150 participations, c'est ça? Non, 125, c'est active. Bastien, voilà, il y a les chiffres. On en a investi dans 180, 190 et on en a 125. Donc voilà, donc 65. Donc c'est pas beaucoup en réalité. Ça dépend combien de temps? Le fonds existe depuis 16 ans. Donc c'est pas beaucoup parce que justement il y a plein d'entreprises qui sont, c'est pas des entreprises qui meurent, hein, c'est des entreprises qui prennent du temps et qui continuent de monter et qu'on soutient. T'es pas sur un TPG qui en 3 ans, 5 ans? Non, parce que c'est pas le modèle. Les 180, c'est France? Les 180 entreprises, c'est en France? Non, il y a une partie US. Par exemple, sur les 125, on en a 50 aux US, les startups américaines. On arrête les questions. Ah oui, merci Julien, sinon je vais te... On va dire merci au chef. Non, mais merci à toi surtout, Marjorie. Merci beaucoup. Super, je pense que c'est super enrichissant. Merci. Ça donne des idées.